Il y a des gens qui apparaissent dans votre vie juste au moment où vous pensez avoir touché le fond. Et il y a des gens qui, même s'ils n'ont plus rien, vous ouvrent la dernière porte qui leur reste. Cette nuit-là, la femme enceinte de 7 mois a trouvé un couple de personnes âgées. Ils tremblaient sous l'auvent d'une boutique fermée. Leurs vêtements étaient trempés, leurs pieds enflés. Un sac mince contenait tout ce que leur fils leur avait laissé. Il les avait abandonnés à une gare routière avec 100 $. Elle les a ramenés dans son appartement exigu. Elle n'a pas demandé qui ils étaient. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle venait de sauver était autrefois surnommé le fantôme. C'était une légende de la pègre que tout Chicago croyait mort depuis 50 ans. Elle ignorait certainement que l'homme qui commandait les ombres de la ville lui devait la vie. Si cette histoire vous a touché au cœur, appuyez sur le bouton «J'aime». Cela me montrera que vous êtes resté jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne jamais manquer une autre histoire. Elle s'appelait Meredith Conway, 28 ans, veuve et enceinte de 7 mois. Elle était assise à une vieille table en bois dans son appartement exigu. C'était un logement sans ascenseur au 5e étage. Elle comptait le peu d'argent qui lui restait. La faible lumière jaune d'une vieille ampoule à filaments tombait sur les billets froissés. Elle projetait des traînées de lumière tremblantes sur la table. Elle les a comptés et recomptés. 123 $. Le loyer de ce mois-ci était de 400 $. Sa visite prénatale la semaine prochaine coûtait 90 $. Elle fixait les chiffres dans son esprit. Elle essayait de trouver un moyen de les faire correspondre à une réponse acceptable. Mais les mathématiques ne mentaient pas. Et la vie avait oublié d'être tendre avec elle depuis très longtemps. L'appartement de Meredith se trouvait au bout d'un couloir sombre. C'était dans un vieil immeuble à la périphérie sud de Chicago. Des taches brun-noires de moisissure s'étendaient du coin du plafond vers la fenêtre. Le robinet de la cuisine fuyait, une goutte régulière à la fois. Le doux tic-tac ressemblait à une horloge comptant à rebours vers quelque chose auquel elle n'osait pas penser. L'unique fenêtre de la pièce donnait sur une ruelle étroite et sombre. Le lampadaire ne l'atteignait jamais. Il n'y avait presque rien dans l'appartement. Juste un lit simple poussé contre le mur. Une petite table avec 2 chaises en bois tordu et un vieux réfrigérateur qui bourdonnait et cliquetait chaque fois qu'il se mettait en marche. Meredith se leva et se dirigea vers le petit évier dans le coin de la pièce. Elle se regarda dans le miroir. Son visage était plus mince qu'il ne l'avait été 3 mois plus tôt. Les yeux bleu-gris que Wesley qualifiait de plus beaux du monde étaient maintenant creusés par l'épuisement. Ses cheveux châtains descendent soigneusement attachés à la nuque. Cela exposait un front parsemé de sueur, même si l'air n'était pas chaud. Son ventre était devenu plein et rond sous un vieux t-shirt gris. 7 mois, plus que 2 à tenir. Elle posa une main sur son ventre et sentit un léger coup de pied de l'intérieur. Au moins, il y avait encore une personne qui avait besoin d'elle. Au moins, il y avait encore une raison de se lever chaque matin. Wesley était mort 3 mois plus tôt. Un accident de chemin. L'échafaudage s'était effondré. Il n'était pas rentré à temps pour dire au revoir. Elle a reçu l'appel de l'hôpital à 2 heures du matin. Et quand elle est arrivée, tout ce qu'il restait d'avoir était un drap blanc tiré sur lui. On lui a dit qu'il était parti sur le coup, sans douleur. Mais elle avait mal. Elle avait si mal qu'elle n'a même pas pu pleurer pendant les funérailles. Elle avait si mal qu'elle a oublié de manger les jours suivants, jusqu'à ce que le médecin lui dise que le bébé en elle s'affaiblissait. Les avocats de l'entreprise de construction contestaient la plainte. Ils laissaient Meredith avec rien d'autre que des factures et un cœur brisé. Pendant ce temps, ils la traînaient dans les méandres administratifs. Elle n'avait pas de parents sur qui compter. Meredith avait grandi dans le système des familles d'accueil. Elle avait été déplacée d'un endroit à l'autre jusqu'à ses 18 ans. Puis elle a été poussée seule dans le monde. Elle avait autrefois rêvé de devenir infirmière. Elle s'était inscrite en école de médecine. Elle avait cru que sa vie serait différente. Mais l'argent s'est épuisé avant que le rêve ne puisse prendre forme. Elle a quitté l'école et a accepté tous les petits boulots qu'elle pouvait trouver juste pour survivre. Puis elle a rencontré Wesley. Il travaillait dans la construction, riait facilement, parlait peu. Mais chaque fois qu'il la regardait, ses yeux s'illuminaient, comme si elle était la chose la plus merveilleuse qu'il ait jamais vue. Ils se sont mariés lors d'une petite cérémonie à la mairie. Il n'y avait personne d'autre qu'eux deux, et le greffier qui servait de témoin. C'était le plus beau jour de sa vie. Et maintenant, il était parti. Le téléphone sur la table vibra.
Meredith regarda l'écran. Un numéro inconnu. Elle ouvrit le message. Les mots apparurent, froids et durs, comme une gifle. Tu dois encore de l'argent pour les funérailles de Wesley. Ne pense pas que tu peux t'enfuir. Elle savait exactement qui c'était. Grant Conway, le frère aîné de Wesley. L'homme qui n'avait jamais pris la peine de se montrer du vivant de son frère. Mais il était apparu juste après les funérailles pour réclamer de l'argent. Elle fixa le message pendant un long moment, le pouce posé sur l'écran, puis elle le supprima. Pas de réponse, pas de réaction. Elle n'avait pas la force d'affronter une chose de plus. L'horloge au mur indiquait 6 heures du soir. Elle devait aller travailler. Son service du soir dans l'immeuble de bureau commençait à 7 heures. Son travail consistait à nettoyer, à laver les sols, à sortir les poubelles et à effacer tout ce que les autres laissaient derrière eux. Personne ne la voyait. Personne ne connaissait son nom. Elle n'était qu'une ombre se déplaçant dans des couloirs vides après les heures de bureau. Mais au moins, on la payait 7,50 $ de l'heure. Assez pour l'aider à tenir un jour de plus. Meredith enfila son vieux manteau bleu foncé. Elle le boutonna soigneusement pour cacher la courbe de sa grossesse. Elle jeta un dernier regard à l'appartement avant de sortir. La pièce était vide, silencieuse, froide. Mais c'était tout ce qu'elle avait. Et ce soir-là, en rentrant chez elle après son service, elle trouverait 2 personnes âgées tremblant sous la pluie. Elle ne saurait pas que la décision de s'arrêter cette nuit-là changerait sa vie pour toujours. 5 étages d'escalier, pas d'ascenseur. Meredith avait monté et descendu ces escaliers des centaines de fois, mais elle ne les avait jamais sentis s'étirer aussi interminablement. Béatrice s'appuyait sur son épaule, montant une marche lente à la fois. Sa respiration était lourde, comme celle de quelqu'un qui venait de traverser un long et pénible voyage. Harold les suivait, une main agrippée à la rampe. L'autre tenait fermement un sac mince et fragile qui se balançait à chaque pas. Il ne se plaignait pas. Il ne prononçait pas un seul mot de protestation. Il n'y avait que le son d'une respiration laborieuse et le bruit des pas fatigués sur chaque vieille marche en béton. Meredith entendait tout, chaque détail net et clair dans le silence de l'immeuble à minuit. Au 3e étage, Béatrice dut s'arrêter pour se reposer. Elle se tenait le dos contre le mur, les yeux fermés. Sa bouche était légèrement ouverte alors qu'elle essayait d'aspirer de l'air dans ses poumons. Harold se tenait à côté de sa femme sans parler. Il posa simplement sa main sur son dos et attendit. Meredith attendit aussi. Elle ne la pressa pas. Elle ne posa pas de questions. Elle resta là en silence jusqu'à ce que Béatrice ouvre enfin les yeux d'elle-même. Elle fit un très léger signe de tête pour montrer qu'elle pouvait continuer. La porte de l'appartement s'ouvrit avec son grincement familier. Meredith entra la première et alluma la lumière. Une faible lumière jaune remplit la petite pièce. L'appartement était exigu, peu meublé. Ses murs étaient tachés d'humidité et de moisissure. Mais au moins, il était sec. Il faisait plus chaud que sous la pluie dehors. Béatrice franchit le seuil et s'arrêta au milieu de la pièce, regardant autour d'elle. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle ne pleura pas à voix haute. Seules des gouttes silencieuses glissèrent sur ses joues ridées. Elle murmura, sa voix tremblante. « Si chaud. » Juste ces 2 mots. Et pourtant, Meredith entendit toute une vie à l'intérieur. Depuis combien de temps cette femme n'était-elle pas entrée dans un endroit avec un toit sur la tête? Depuis combien de temps ne s'était-elle pas tenue dans une pièce que l'on pouvait appeler un foyer? Harold se tenait au milieu de la pièce, le dos légèrement courbé, le sac toujours à la main. Il regardait autour de lui avec les yeux incertains de quelqu'un qui n'était pas entré dans une vraie maison depuis très longtemps. Il ne savait pas où s'asseoir. Il ne savait pas où poser ses affaires. Il restait là, comme s'il avait peur de salir quelque chose ou de le casser simplement par sa présence. Meredith le regarda et son cœur se serra. Elle s'approcha et désigna la chaise en bois à côté de la table. « Asseyez-vous, je vais chercher de l'eau. » Harold la regarda un instant, puis fit un petit signe de tête. Il s'assit sur la chaise, posa le sac entre ses pieds et appuya ses 2 mains sur ses genoux. C'était la posture de quelqu'un habitué à endurer, habitué à ne rien demander pour lui-même. Meredith alla dans la cuisine et fit bouillir de l'eau dans sa vieille bouilloire électrique. Elle sortit les 2 tasses les plus propres qu'elle avait, versa l'eau chaude et les rapporta. Béatrice accepta la tasse à 2 mains et la serra contre elle, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Elle but lentement, par petites gorgées, les yeux de nouveau fermés. Harold but aussi, mais plus rapidement.
comme s'il craignait que quelqu'un ne la lui enlève. Meredith resta là à les regarder sans parler. Il lui vint soudain à l'esprit qu'elle ne savait pas qui ils étaient. Elle ne savait pas d'où ils venaient. Elle ne savait pas pourquoi ils étaient dans la rue sous la pluie cette nuit-là. Mais elle ne demanda pas. Certaines questions n'avaient pas besoin d'être posées dans un moment comme celui-ci. Elle regarda vers le petit placard de la cuisine. À l'intérieur se trouvaient 2 paquets de nouilles instantanées. Elle avait prévu de les garder pour les 2 jours suivants. Mais à ce moment-là, elle n'y pensa plus. Elle demanda doucement, « Avez-vous mangé quelque chose? » Silence. Béatrice ne répondit pas. Elle secoua seulement légèrement la tête, les yeux toujours baissés vers la tasse dans ses mains. Ce petit mouvement en disait plus que n'importe quelle réponse verbale. Meredith alla dans la cuisine, prit les 2 paquets de nouilles, fit bouillir de l'eau. Elle ajouta un peu de sel et cassa le dernier œuf qui restait dans le réfrigérateur. Elle coupa l'œuf en 2. La moitié pour un bol, la moitié pour l'autre. C'était juste. C'était suffisant. Ils s'assirent tous les 3 autour de la petite table en bois. 2 bols fumants de nouilles reposaient devant Harold et Béatrice. Meredith s'assit en face d'eux et ne mangea pas. Elle leur dit qu'elle avait déjà mangé. C'était un mensonge, mais certains mensonges sont nécessaires. Le genre qui permet aux autres de manger en paix. Béatrice prit ses baguettes et commença à manger lentement, avec soin, comme si chaque brin de nouilles était un cadeau. Harold mangea aussi sans parler, les yeux baissés sur le bol. Mais de temps en temps, il jetait un regard à Meredith. Un regard qui contenait quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Dehors, la pluie continuait de tomber. Son martèlement régulier sur le vieux toit en tôle était ininterrompu. Personne ne parlait. Personne ne demandait qui était qui, d'où ils venaient ou pourquoi ils étaient là. Il n'y avait que le doux bruit des nouilles mangées, la pluie dehors et la chaleur de la petite pièce se propageant tranquillement entre 3 étrangers. Cette nuit-là, Meredith ne savait pas qu'elle venait d'ouvrir sa porte aux personnes qui allaient changer sa vie. Elle savait seulement que pour la première fois depuis de nombreux mois, ce petit appartement miteux ne semblait plus froid. Le lendemain matin, Meredith se réveilla avec une odeur qu'elle n'avait pas sentie dans cet appartement depuis très longtemps. Du café. Elle resta immobile un instant, pensant qu'elle rêvait peut-être encore. Mais l'odeur était trop claire, trop chaude, trop réelle. Elle ouvrit les yeux et regarda autour d'elle. La lumière du petit matin s'était déjà glissée par la fente de la fenêtre. Elle projetait une traînée pâle sur le sol. Elle se leva, sortit de la petite chambre et s'arrêta à l'entrée de la cuisine. Béatrice se tenait près de la cuisinière, tenant la vieille bouilloire en aluminium que Meredith avait oublié posséder. Elle versait du café dans 2 tasses. Elle se tourna, vit Meredith et sourit. C'était un sourire doux et chaleureux. Le genre qui donnait l'impression qu'elle avait fait ça toute sa vie. « Tu es réveillé, le café est chaud. » Meredith ne savait pas quoi dire. Elle resta là à regarder cette femme étrange faire du café dans sa cuisine comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Puis elle entendit un autre son. Du métal frappant du métal, de l'eau qui coule. Elle regarda vers le coin de la cuisine. Harold était à genoux près de l'évier, une vieille clé à molette à la main. Une clé que Meredith ne se souvenait pas non plus posséder. Il réparait le robinet qui fuyait et qu'elle avait écouté nuit après nuit pendant des mois. Personne ne lui avait demandé de le faire. Il l'avait fait de sa propre initiative. Harold leva les yeux, vit Meredith le regarder et dit de sa voix basse, « Le joint était usé. Je l'ai remplacé. C'est fait maintenant. » Il se leva et ouvrit le robinet pour tester. L'eau sortit forte et régulière, sans plus aucune goutte. Meredith le regarda, puis la regarda elle, et ne sut comment les remercier. Personne n'avait jamais fait quelque chose comme ça pour elle auparavant. Les jours qui suivirent passèrent comme un rêve auquel Meredith n'osait pas croire. Harold répara tout ce qui était cassé dans l'appartement. La serrure de la porte qui l'avait inquiété si longtemps était maintenant sécurisée. L'étagère tordue était droite. La prise électrique qui clignotait fonctionnait à nouveau correctement. Il ne parlait pas beaucoup. Il n'expliquait pas pourquoi il faisait tout ça. Il le faisait, tout simplement. Ses mains usées bougeaient avec une habileté tranquille, comme si elles avaient connu ce travail toute leur vie. Et Béatrice transforma la petite cuisine sale en un endroit propre et chaleureux. Elle frottait, nettoyait, cuisinait. Les repas étaient simples, mais ils avaient meilleur goût que tout ce que Meredith s'était jamais préparé. Elle ne demandait pas à Meredith si elle avait besoin d'aide.
Elle aidait, tout simplement. Comme si elle comprenait que certaines personnes avaient besoin d'être sauvées, mais ne le demanderaient jamais à voix haute. Chaque soir, quand Meredith rentrait du travail, elle ouvrait la porte et trouvait la lumière déjà allumée. La table était déjà mise. Un bol de riz chaud, une assiette de légumes sautés simples, parfois un bol de soupe. Béatrice était assise à table à l'attendre. Et Harold était assis tranquillement dans le coin, lisant un vieux journal qu'il avait trouvé quelque part. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Meredith savait ce que c'était que de rentrer à la maison. Pas dans une pièce vide, mais dans un endroit où quelqu'un l'attendait. Le quatrième jour, Béatrice commença à remarquer quelque chose. Elle observait Meredith quand elle rentrait à la maison. Son visage était plus pâle. Elle toussait davantage et ses jambes enflaient d'une manière qui n'était pas normale. Béatrice ne dit rien au début. Elle continua simplement à observer un jour de plus. Puis, le soir suivant, alors que Meredith s'asseyait sur une chaise avec une lassitude évidente, Béatrice vint s'asseoir à côté d'elle. Elle parla doucement, mais il y avait du sérieux dans sa voix. « Tu devrais voir un médecin. Ces signes ne sont pas à ignorer. » Meredith la regarda et resta silencieuse un moment. Puis elle parla, sa voix s'affaiblissant. « Je sais, madame. » Mais elle ne finit pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Béatrice comprit. Elle n'insista pas. Elle se leva seulement, alla dans la cuisine et revint avec un bol de porridge chaud. Elle le posa devant elle. « Mange, puis repose-toi. » Meredith regarda le bol, puis la femme aux cheveux d'argent debout devant elle. Et elle réalisa soudain depuis combien de temps personne ne lui avait parlé comme ça. Un soir, alors que Meredith rentrait tard du travail, elle trouva Béatrice assise sous la faible lumière. Une aiguille à la main, elle cousait quelque chose. Meredith s'approcha et regarda ses mains. C'était un minuscule bonnet tricoté, jaune. Meredith regarda le petit bonnet, puis Béatrice. Béatrice leva la tête et sourit. Jaune, c'est bien pour un garçon ou une fille. Meredith prit le bonnet de ses mains. Il était si petit, pas plus grand que son poing, doux, chaud. Quelqu'un s'était assis pendant des heures à le coudre pour le bébé qu'elle portait. Le bébé dont le père ne le rencontrerait jamais. Meredith s'effondra en larmes. Pour la première fois depuis la mort de Wesley, elle pleura pour de vrai. Pas les larmes silencieuses qu'elle ravalait et portait en elle, mais des sanglots arrachés de quelque part au plus profond de sa poitrine. Béatrice ne dit pas un mot. Elle se leva seulement, s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Elle la serra comme on serre un enfant. Et Meredith, dans l'étreinte de cette femme étrange, sentit pour la première fois qu'elle avait le droit d'être faible. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Meredith se tint à l'entrée de la chambre. Elle regarda dans le salon. Harold et Béatrice étaient allongés sur le vieux matelas qu'elle avait étalé pour eux sur le sol. Béatrice était allongée sur le côté, serrant la couverture usée, la vieille couverture qu'ils avaient emportée avec eux dans ce petit sac. La seule chose que leur fils leur avait laissée. Harold était allongé à côté d'elle, les yeux fermés, bien que Meredith sût qu'il ne dormait pas. Elle les regarda, l'esprit envahi de questions. Qui étaient-ils vraiment? D'où venaient-ils? Et pourquoi? Pourquoi leurs propres enfants les avaient-ils rejetés comme ça? Elle ne demanda pas. Pas encore. Mais elle savait qu'à l'intérieur de ce minuscule appartement, un secret attendait d'être révélé. Le penthouse se trouvait au sommet du plus haut bâtiment de Chicago. 72 étages au-dessus du sol. En dessous s'étendait la ville avec des millions de lumières scintillant comme des étoiles tombées sur terre. Au-dessus s'étendait un ciel nocturne sans lune. Et entre les deux, à l'intérieur d'une vaste pièce noyée dans l'obscurité, Vincent Ashford était assis seul. 33 ans, propriétaire du plus grand empire clandestin de la ville. L'homme dont le seul nom faisait que même les plus puissants pesaient chaque mot avant de parler. Mais ce soir-là, il ne pensait pas au pouvoir. Il ne pensait pas à l'argent. Il fixait l'écran d'ordinateur devant lui, où l'image d'une femme se rejouait en boucle. C'était une séquence d'une caméra de sécurité. Le verre de whisky dans sa main était devenu tiède depuis longtemps, mais il ne le buvait pas. La lumière bleue de l'écran tombait sur son visage aux traits nets, faisant ressortir les yeux gris acier fixés intensément sur l'image. La femme dans la vidéo portait un uniforme d'agent d'entretien. Ses cheveux étaient soigneusement attachés à la nuque, son ventre de femme enceinte déjà proéminent. Elle se tenait dans le couloir d'un immeuble de bureau, face à un homme en costume dont le visage était rouge de colère.
L'homme était le responsable de l'équipe de nuit. Il criait sur une femme de ménage âgée pour avoir laissé des déchets dans une poubelle. La vieille femme se tenait la tête baissée, les épaules tremblantes, n'osant pas dire un mot pour sa défense. Et puis, cette femme enceinte s'avança. Elle se plaça entre le responsable et l'employé âgé. Elle parla, sa voix n'était pas forte mais claire. Chaque mot était délibéré. C'est une personne, pas un objet. Le responsable se figea, incapable de décider comment réagir. Elle le regarda droit dans les yeux, sans peur, sans reculer. Puis elle se tourna vers la femme âgée et l'emmena doucement. Vincent regarda cette séquence encore et encore. Il ne savait pas pourquoi. Elle n'était qu'une employée de nettoyage dans un immeuble de bureau qu'il possédait. Une parmi des centaines qui faisaient un travail invisible. Des gens que personne ne remarquait, dont personne ne se souciait. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose dans la façon dont elle se tenait droite et faisait face à quelqu'un de plus fort qu'elle pour protéger quelqu'un de plus faible. Il ne pouvait pas l'oublier. Le bruit de la porte qui s'ouvre tira Vincent de ses pensées. Carter Quinn entra, grand et mince, le visage indéchiffrable. Carter était le bras droit de Vincent, le seul homme autorisé à entrer dans cette pièce sans s'annoncer. Il s'arrêta à côté du bureau, regarda l'écran d'ordinateur, puis Vincent. « Tu veux que je me renseigne sur elle? » Vincent ne se retourna pas. Il garda son regard sur l'écran, où l'image de la femme était figée. Tout. Qui elle est, où elle vit, sa situation familiale. Carter resta silencieux un moment, puis dit « Ce n'est qu'une femme de ménage, Vincent. » Vincent ne répondit pas. Il se leva, se dirigea vers la baie vitrée et regarda la ville en contrebas. Carter comprit que c'était la fin de la conversation. Il fit un petit signe de tête, puis sortit. Quand la porte se referma, Vincent resta debout devant la vitre. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux, mais son esprit était ailleurs. Il pensait à un jour lointain. Il avait 10 ans, debout dans le salon de la vieille maison. Il regardait son père forcer sa grand-mère à sortir. Elle ne pleurait pas. Elle se tenait juste là et regarda le jeune Vincent une dernière fois. Ses yeux étaient pleins de douleur, mais pas de reproche. Puis la porte se referma et Vincent ne la revit plus jamais. Il ne l'avait pas protégée. Il avait été trop petit, trop faible, trop effrayé. C'était le plus grand regret de sa vie. La seule chose qu'il ne s'était jamais pardonnée. Et maintenant, en voyant la façon dont cette femme étrange avait protégé une vieille femme de ménage, il sentit quelque chose s'agiter en lui. Un sentiment qu'il avait enterré il y a longtemps. Il ne comprenait pas pourquoi il se souciait d'elle, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. 3 jours plus tard, Carter revint. Il posa un mince dossier sur le bureau de Vincent. Meredith Conway, 28 ans. Veuve, son mari est mort dans un accident de chantier il y a 3 mois. Enceinte de 7 mois. Elle vit dans un appartement au 5e étage dans le sud de la ville. 2 mois de loyer de retard. Elle travaille de nuit comme femme de ménage. Pas de famille, élevée dans le système des familles d'accueil. Vincent écouta en silence. Puis Carter ajouta une dernière chose. Oh, et il y a quelque chose d'étrange. La semaine dernière, elle a ramené 2 personnes âgées chez elle. Un homme et une femme d'environ 80 ans. Personne ne sait qui ils sont ni d'où ils viennent. Elle les a trouvés dans la rue et les a recueillis. Vincent leva les yeux. 2 personnes âgées. Carter hocha la tête. Oui, elle les héberge dans son minuscule appartement, même si elle peut à peine se nourrir elle-même. Vincent resta silencieux un long moment. Il regarda par la fenêtre la ville qui s'étendait en contrebas. Quelque chose dans cette histoire n'était pas ordinaire. Pas les 2 personnes âgées. La femme. La femme qui n'avait rien et qui donnait quand même. La femme qui se levait pour protéger les autres quand personne n'était là pour la protéger. Il ne comprenait toujours pas pourquoi elle comptait tant pour lui. Mais il savait une chose. Il allait le découvrir. La supérette se trouvait au coin de la rue, à 3 pâtés de maison de l'appartement de Meredith. Les néons projetaient une lumière blanche et dure. Les étagères étaient alignées en rangées nettes, où une légère odeur de café infusé flottait dans l'air frais du climatiseur. Meredith se tenait devant les étagères avec un panier en plastique à la main. Elle faisait le calcul dans sa tête. Un petit sac de riz, une boîte d'œufs, quelques paquets de nouilles, des légumes, et le lait pour femme enceinte que Béatrice lui avait rappelé d'acheter. Elle regarda le prix sur la boîte de lait. C'était cher, mais Béatrice avait dit qu'elle en avait besoin pour le bébé. Meredith le plaça dans le panier,
puis se dirigea vers la caisse. La jeune fille au comptoir scanna chaque article et tapa sur les touches. 27,60 $. Meredith ouvrit son portefeuille et compta son argent. Elle avait 22 $. Elle regarda les billets dans sa main, puis l'écran affichant le total. Il lui manquait 5,60 $. Elle resta là un moment sans parler. Puis elle plongea la main dans le sac et en sortit le lait. « Retirez ça !» La caissière la regarda et un instant, il y eut quelque chose comme de la pitié dans ses yeux. Mais elle ne dit rien et refit le total. Meredith regarda la boîte de lait posée sur le comptoir. Elle pensa à ce que Béatrice lui avait dit ce matin-là. Elle déglutit difficilement et se prépara à se détourner. Puis une main apparut derrière elle et posa un billet de 20 $ sur le comptoir. « Gardez le lait, encaissez tout. » La voix était basse et ferme, ne laissant aucune place à la discussion. Meredith se retourna. Un homme se tenait juste derrière elle, grand, très grand, les épaules larges sous un costume noir parfaitement taillé. Son visage était aux traits nets, avec une mâchoire forte et propre. Ses yeux croisèrent les siens sans un sourire, sans froideur, simplement calme. Meredith eut le sentiment troublant qu'il pouvait voir à travers elle. Elle recula par instinct. « Je n'ai pas besoin de... » commença-t-elle, mais l'homme la coupa. « Si, vous en avez besoin, et j'en ai plus qu'assez. C'est tout ce qu'il y a à dire. » Sa voix ne contenait aucune trace de charité, aucune pointe de pitié. C'était une simple déclaration, comme si payer pour ses affaires était la chose la plus naturelle du monde. Meredith fronça les sourcils et le regarda. Elle n'avait pas l'habitude d'être aidée par qui que ce soit. Elle était encore moins habituée à ce qu'un homme étrange intervienne pour payer à sa place. « Je n'ai pas l'habitude d'accepter de l'argent d'inconnus, dit-elle, son ton plus sec qu'elle ne l'avait voulu. L'homme la regarda, et quelque chose vacilla un très bref instant dans ses yeux. Puis il dit, toujours calme, bien qu'il y ait maintenant une très légère pointe d'humour dans sa voix. « Alors, considérez ça comme un investissement. Le retour sur investissement est un bébé en bonne santé. » Meredith le dévisagea, ne sachant si elle devait rire ou être agacée. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Pourquoi se souciait-il de savoir si elle pouvait acheter une boîte de lait pour femmes enceintes? Elle ne comprenait pas, mais la caissière lui tendait déjà le sac de course avec la monnaie. Meredith prit le sac et regarda l'homme une dernière fois. « Merci, mais ne me suivez pas, dit-elle. » Puis elle se tourna et sortit. Elle entendit sa voix flotter derrière elle. « Je ne vous suis pas, je vais dans la même direction. » Meredith ne se retourna pas, mais un coin de sa bouche se souleva une très brève seconde. C'était presque rien, puis ça disparut au moment où elle sortit dans la nuit froide. Vincent resta dans le magasin et regarda sa silhouette disparaître dans l'obscurité. Elle marchait rapidement, un bras enroulé autour des courses. L'autre reposait sur la courbe de son ventre de femme enceinte. Sa petite silhouette se déplaçait sous les lampadaires jaunâtres et maladifs. Il ne comprenait pas pourquoi il était venu ici. Il ne comprenait pas pourquoi il avait dit ces choses. Il était Vincent Ashford. Il ne faisait pas des choses comme ça. Il ne se tenait pas dans une supérette à 9 heures du soir à payer les courses d'une femme étrange. Mais il l'avait fait, et il ne le regrettait pas. La voiture noire était garée de l'autre côté de la rue. Carter était assis au volant, la fenêtre baissée, regardant Vincent sortir. Vincent monta dans la voiture, ferma la porte et regarda vers la ruelle où Meredith venait de tourner. Carter l'étudia dans le rétroviseur puis parla. « Votre maison n'est pas par là. » Vincent ne le regarda pas. « Je sais, » répondit-il d'une voix égale. Carter resta silencieux un moment, puis ajouta, et il y avait quelque chose de légèrement taquin dans son ton, même si son visage restait indéchiffrable. « Elle vous plaît? » Vincent tourna la tête et regarda Carter, ses yeux inchangés. « Je suis curieux. C'est différent. » Carter ne dit rien de plus. Il haussa seulement légèrement les épaules et démarra la voiture. Alors que la voiture commençait à bouger, Vincent parla de nouveau. « Payez son loyer de ce mois-ci. Ne la laissez pas le savoir. » Carter hocha la tête sans demander pourquoi. Puis il dit « Et les 2 personnes âgées qu'elle héberge? » Vincent resta silencieux un moment. Il pensa au rapport de Carter. 2 personnes âgées apparaissant de nulle part, recueillies par une jeune femme pauvre dans son minuscule appartement. Il y avait quelque chose là-dedans qui ne collait pas. « Découvrez qui ils sont, dit-il. J'ai un pressentiment étrange. »
Carter le regarda dans le rétroviseur, mais ne fit aucun commentaire. La voiture s'enfonça dans la nuit, laissant la supérette et la ruelle sombre derrière elle. Mais Vincent savait que ce ne serait pas la dernière fois qu'il penserait à cette fameuse femme. La chambre louée se trouvait au troisième étage d'un immeuble vieillissant à la périphérie de Chicago. Les murs étaient tachés d'un jaune maladif. Le plafond était marqué de taches d'eau qui s'étendaient et la fenêtre donnait sur un parking vide. Kenneth Whitmore était assis à une table en bois branlante. Une pile de factures impayées s'élevait devant lui. Électricité, eau, loyer, dette. Les chiffres dansaient dans sa tête comme de petits démons. Il avait 52 ans. Ses cheveux étaient presque entièrement gris. Son visage était décharné avec de profondes rides creusées autour de ses yeux. Ses mains tremblaient alors qu'il retournait chaque facture. Il n'avait plus rien. La maison de ses parents avait été vendue. L'argent était parti. Et maintenant, il s'enfonçait dans un trou dont il ne savait pas comment sortir. Le téléphone sur la table se mit à vibrer. Kenneth regarda l'écran, son cœur battant fort contre ses côtes. Un numéro inconnu, mais il savait qui c'était. Il décrocha, la main tremblante. La voix à l'autre bout du fil était froide comme la glace. 200 000 $ la semaine prochaine, où vous savez ce qui arrive. Puis vint le bip plat et mécanique. L'appel était terminé. Kenneth resta assis là, le téléphone toujours pressé contre son oreille, fixant le vide. 200 000 $. La semaine prochaine. Où était-il censé trouver une telle somme d'argent? Il avait vendu tout ce qui pouvait être vendu. Il avait emprunté à tous ceux à qui il pouvait emprunter. Il avait fait tout ce qu'il y avait à faire. Et maintenant, il ne restait plus rien. Il se leva et arpenta la petite pièce comme un animal en cage. Ses yeux balayaient chaque coin, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Puis son regard s'arrêta sur une vieille boîte en bois posée sur l'étagère du haut. La boîte de son père, Harold Whitmore, l'homme qu'il avait rejeté. Kenneth tendit la main, prit la boîte et la posa sur la table. Il souleva le couvercle. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies jaunies par le temps, des lettres manuscrites et quelques documents marqués de symboles étranges qu'il ne comprenait pas. Il feuilleta les photographies une par une. Son père, plus jeune, grand, fort, avec des yeux perçants. À côté de lui se tenaient d'autres hommes en costume noir devant un grand bâtiment. Kenneth regarda de plus près. Il y avait quelque chose de familier dans cette photographie. Quelque chose dont il avait entendu son père parler une fois. Ces nuits où le vieil homme buvait trop et perdait le contrôle. Il se souvenait maintenant. Les nuits où son père se saoulait et s'asseyait seul dans le noir, marmonnant sur le passé, sur des hommes dangereux, sur les choses qu'il avait faites, sur le nom que les gens lui donnaient autrefois. Le fantôme. Kenneth n'avait jamais cru à tout ça. Il avait pensé que son père n'était qu'un vieil homme sénile qui divaguait quand il était ivre. Mais maintenant, en regardant ses photographies, en regardant ses documents avec leurs symboles étranges, il commença à se demander, et si tout cela avait été vrai? Et si son père avait vraiment été quelqu'un d'important dans la pègre? Et si c'était le cas, quelqu'un serait-il prêt à payer pour savoir où il se trouvait? La pensée traversa l'esprit de Kenneth comme un éclair. Il ne connaissait pas les détails. Il ne savait pas ce que son père avait fait autrefois. Mais il savait qu'il y avait des gens qui voudraient le savoir, et il savait comment les trouver. 2 jours plus tard, Kenneth était assis dans un bar sombre à la périphérie de la ville. Les lumières étaient tamisées, la fumée de cigarettes flottait dans l'air, et un jazz doux s'échappait d'un vieux haut-parleur dans le coin. Il était assis en face d'un homme dont il ne connaissait pas le nom. Tout ce qu'il savait, c'est que cet homme pouvait l'aider à faire passer le mot aux personnes qu'il devait atteindre. Kenneth parla, sa voix tremblante, bien qu'il essayât de la garder stable. J'ai des informations sur Harold Whitmore. Il est toujours en vie. L'homme en face de lui devint complètement immobile. Ses yeux s'aiguisèrent alors qu'il regardait Kenneth, comme pour savoir s'il disait la vérité ou s'il mentait effrontément. Le silence s'étira pendant plusieurs secondes. Puis l'homme hocha la tête, sa voix basse. Continuez. Kenneth lui dit tout ce qu'il savait. Son père était toujours en vie. Il était à Chicago. Il vivait avec une femme dans le sud de la ville. Kenneth ne connaissait pas l'adresse exacte, mais il pouvait la trouver. Il avait seulement besoin de temps et d'argent. L'homme écouta, puis hocha la tête. Il sortit une enveloppe épaisse, la posa sur la table et la fit glisser vers Kenneth. Ceci est l'avance. Trouvez l'adresse exacte et il y en aura plus.
Kenneth prit l'enveloppe et sentit son poids dans sa main, assez pour payer une partie de ce qu'il devait, assez pour s'acheter plus de temps. Il hocha la tête, se leva et sortit du bar sans se retourner. Dehors, il était déjà tard. Les rues étaient presque vides, avec seulement quelques voitures passant de temps en temps. Kenneth marcha rapidement vers le parking, les mains toujours serrées autour de l'enveloppe pleine d'argent. Il ne vit pas la voiture noire garée au coin de la rue. Il ne vit pas les yeux qui l'observaient de l'intérieur. Et il ne savait certainement pas qu'au moment où il avait quitté le bar, cette voiture avait commencé à bouger. Pas après lui, mais vers l'appartement du 5e étage dans le sud de la ville. Là où son père vivait, là où la femme enceinte avait ouvert sa porte à 2 personnes âgées sous la pluie. L'obscurité approchait et personne à l'intérieur de ce minuscule appartement n'avait la moindre idée de ce qui les attendait. La tempête frappa Chicago à minuit. Le vent hurlait contre les fenêtres et la pluie fouettait des vitres comme si elle voulait déchirer le petit appartement du 5e étage. Puis le courant a été coupé. L'obscurité a tout avalé en un instant. Meredith était assise, recroquevillée dans son fauteuil, les 2 bras serrés autour de son ventre gonflé. Elle avait peur du tonnerre depuis l'enfance. Une peur sans raison, qu'elle n'avait jamais réussi à surmonter. Chaque roulement de tonnerre la faisait sursauter, ses épaules tremblantes. Béatrice s'assit à côté d'elle, passant un bras autour des épaules de la jeune femme et la serrant contre elle. Elle ne dit pas un mot. Elle la tenait simplement, laissant la chaleur de son propre corps passer en elle. Harold se tenait près de la fenêtre, regardant dans le noir. Il trouva quelques bougies dans le tiroir de la cuisine, les alluma et les posa sur la table. Leurs flammes vacillantes projetaient une faible lueur dans la pièce, jetant des ombres tremblantes le long des murs. Le tonnerre gronda une fois, si fort et si proche que toute la pièce sembla trembler. Meredith ferma les yeux et serra la main de Béatrice. Puis elle entendit la voix d'Harold, basse et lente, s'élever dans l'obscurité. « Cette nuit ressemble à la nuit d'il y a 50 ans, la nuit où j'ai décidé d'arrêter. » Meredith ouvrit les yeux et le regarda. Harold était toujours debout près de la fenêtre, le dos tourné. La lumière des bougies tombait de côté sur la silhouette courbée d'un vieil homme. Il ne se retourna pas. Il continua simplement, sa voix semblant venir d'un endroit lointain. « Je travaillais pour des gens dangereux, un travail fait dans l'ombre, le genre de travail que personne ne veut nommer. » Béatrice serra plus fort la main de Meredith, comme si elle savait ce qui allait être dit, comme si elle avait entendu cette histoire de nombreuses fois. Et pourtant, ça faisait toujours aussi mal à chaque fois, autant que la première. Harold continua, sa voix inébranlable, mais lourde du poids de quelque chose d'invisible. « J'étais bon à ce travail, trop bon. Les gens me faisaient une confiance. Les gens me craignaient. Et je pensais que c'était tout ce que je serais dans cette vie. » Il fit une pause et prit une longue et profonde inspiration. « Mais une nuit, ils m'ont dit de m'occuper d'un homme, un homme qu'ils voyaient comme une menace. J'y suis allé, prêt à faire le travail comme je l'avais toujours fait. Et puis je l'ai vue tenant une petite fille. Elle pleurait, elle m'a regardé. Ses yeux, ils étaient effrayés, innocents. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un voudrait faire du mal à son père. » Harold se tourna alors et la lumière des bougies tomba sur son visage. Elle fit ressortir les rides profondes et l'humidité dans ses yeux. Et j'ai réalisé que je ne pouvais plus le faire. Je ne pouvais pas regarder dans les yeux d'un enfant et lui enlever son père. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme si une vie humaine n'était rien de plus qu'un numéro. Alors, je suis parti. Cette nuit-là, je suis parti. Il vint à la table et s'assit sur la chaise en face de Meredith et Béatrice. La lumière des bougies vacillait dans ses yeux. Je suis rentré chez moi et j'ai tenu Kenneth. Il n'avait que 2 ans. Il dormait dans mes bras, ne sachant rien du monde sombre que son père essayait de fuir. Et j'ai juré que je n'y retournerais jamais. Le tonnerre gronda de nouveau, mais cette fois, Meredith ne sursauta pas. Elle regardait Harold maintenant, écoutant chaque mot, sentant la douleur dans sa voix. Harold continua. « L'homme que j'ai épargné cette nuit-là, il m'a épargné aussi. Il aurait pu me dénoncer. Il aurait pu me faire tuer, mais il ne l'a pas fait. Il m'a dit, « Tu n'es pas né pour ce genre de travail. Va vivre une vie digne de toi. » Je n'ai jamais compris pourquoi il a dit ça. Pourquoi il a épargné l'homme qui avait failli lui ôter la vie. Mais je me suis souvenu de ces mots et j'ai essayé de vivre dignement. Harold baissa les yeux sur ses mains,
rugueuse et tremblante à la lueur des bougies. Je pensais avoir réparé ce que j'avais fait. J'ai construit des maisons, élevé un fils, vécu une vie honnête. 50 ans, je n'ai plus jamais touché à ce monde. Je suis devenu charpentier. J'ai réparé les maisons des gens. Je suis allé aux réunions parents-professeurs pour Kenneth. Je lui ai appris à faire du vélo, à lancer une balle, à être un homme bien. Sa voix se brisa dans sa gorge. Mais ensuite, mon fils est devenu la chose même que je craignais le plus. Il ne travaillait pas dans l'ombre comme moi, mais il a perdu sa conscience. Il a jeté ses parents comme des ordures. Peut-être, peut-être que c'est la punition. Meredith se leva. Elle s'approcha d'Harold et s'assit sur la chaise à côté de lui. Elle posa sa main sur la sienne et la tint fermement. Sa voix était douce mais certaine. Non, ce n'est pas une punition. Vous avez choisi d'arrêter. Vous avez choisi de changer. Kenneth ne l'a pas fait. C'était son choix, pas votre péché. Harold la regarda, les yeux rouges. Meredith continua. Vous n'êtes pas un monstre, Harold. Les monstres ne ressentent pas de remords. Les monstres ne sont pas assis ici 50 ans plus tard, souffrant encore de ce qu'ils ont fait. Vous êtes un homme qui a choisi la lumière et vous méritez le pardon. Harold regarda Meredith, une jeune femme enceinte, pauvre, avec rien dans ce monde que la bonté dans son cœur. La jeune femme qui lui avait ouvert sa porte, à lui et à sa femme, sous la pluie, sans demander qui ils étaient, sans rien exiger en retour. Et maintenant, elle était assise là, lui tenant la main, disant les mots qu'il avait attendu toute une vie d'entendre. Ses yeux se remplirent. Pour la première fois dans cette histoire, Harold pleura, pas à voix haute. Seules des larmes silencieuses glissèrent sur les joues ridées d'un homme de 82 ans. Béatrice se leva, s'avança et enlaça son mari par derrière. Elle posa son menton sur son épaule, ses propres yeux humides également. Dehors, le tonnerre grondait encore, la pluie tombait encore. Mais à l'intérieur de cette petite pièce, dans la faible lueur des bougies, personne n'avait plus peur. Ils étaient assis là, trois étrangers devenus une famille, se tenant les uns les autres dans le noir et attendant que la tempête passe. Le bureau de Vincent se trouvait au dernier étage de l'immeuble Ashford Holdings. Carter entra, portant d'un mince dossier et d'une vieille photographie jaunie par le temps. Il les posa sur le bureau devant Vincent, sa voix plus sérieuse que d'habitude. « Je les ai trouvés. Les deux personnes âgées dont Meredith s'occupe. Le vieil homme s'appelle Harold Whitmore, 82 ans. » Vincent leva les yeux, attendant. Carter continua. « Il a travaillé pour votre père autrefois, il y a 50 ans. Les gens le croyaient mort. » Vincent devint immobile. La main tenant son stylo s'arrêta en l'air. « Répète ça, dit-il, sa voix rauque. » Carter fit glisser la photographie vers lui. « Votre père est Harold, il y a 50 ans. » Vincent prit la photo. C'était son père, jeune homme, avant que la maladie ne lui ôte la vie. À côté de lui se tenait un homme d'une quarantaine d'années, grand, les épaules larges, avec des yeux perçants. Harold Whitmore. L'homme dont son père avait parlé de nombreuses fois avant de mourir. L'homme qui lui avait sauvé la vie. L'homme qui avait disparu sans laisser de traces 50 ans plus tôt et n'avait jamais été retrouvé. Vincent fixa la photographie, son cœur battant fort dans sa poitrine. « Où est-il maintenant ?» demanda-t-il. Carter répondit. « Dans un appartement au 5e étage dans le sud de la ville, avec la jeune femme enceinte qui vous intéresse. » Vincent se leva et se dirigea rapidement vers le meuble. Il ouvrit un tiroir et en sortit une vieille boîte en bois qu'il avait gardée depuis la mort de son père. « Prépare la voiture, dit-il à Carter. J'y vais maintenant. » Cet après-midi-là, Vincent se tenait devant la porte de l'appartement du 5e étage. Il avait monté 5 étages d'escalier, chose qu'il n'avait jamais faite de sa vie. Il frappa. Béatrice ouvrit la porte et regarda l'étranger en costume noir avec des yeux fatigués. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, Harold apparut derrière elle. Il regarda Vincent et quelque chose dans ses yeux changea. Quelque chose vacilla, comme s'il voyait un fantôme du passé. « Béatrice, laisse-le entrer, dit-il d'une voix basse. Béatrice s'écarta et permit à Vincent d'entrer dans le petit appartement. Les deux hommes se firent face dans le salon exigu. Vincent était presque une tête plus grande qu'Harold, mais le vieil homme ne semblait pas petit du tout. Il y avait une sorte de dignité dans sa façon de se tenir, dans sa façon de regarder droit dans les yeux de l'autre homme. Vincent parla le premier. « Savez-vous qui je suis? »
Harold le regarda longuement dans ses yeux, puis fit un léger signe de tête. Vous avez les yeux de votre père. Vincent sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Il tendit la boîte en bois. Mon père a gardé ça jusqu'au jour de sa mort. Il m'a dit que si je vous trouvais un jour, je devais vous la rendre. Vincent ouvrit le couvercle. À l'intérieur, reposant sur du velours rouge délavé, se trouvait une montre de poche ancienne. Son boîtier en argent s'était terni avec l'âge, mais elle était toujours belle. Harold regarda la montre, et ses mains se mirent à trembler. Je la croyais perdue, murmura-t-il, la voix brisée. Il tendit la main, prit la montre, et la berça comme si c'était un trésor. Vincent dit, « Mon père a dit qu'elle appartenait à l'homme qui lui a donné une seconde chance dans la vie. Il l'a gardée pendant 50 ans, attendant le jour où elle pourrait être rendue à son propriétaire légitime. » Harold ouvrit la montre avec des doigts tremblants. À l'intérieur du couvercle se trouvait une petite ligne gravée, estompée par le temps, mais toujours lisible. Le temps est la chose la plus précieuse. H.W. Harold regarda l'inscription, ses yeux se remplissant de larmes. J'ai fait graver ça pour ma femme le jour de notre mariage, il y a 55 ans. Il leva les yeux vers Béatrice qui se tenait à l'entrée de la cuisine, des larmes coulant sur son visage. Je l'ai donné à votre père la nuit où j'ai décidé de partir, pour qu'il se souvienne que le temps est la chose la plus précieuse qui soit. Ne le gaspillez pas pour des choses que vous regretterez. Vincent regarda le vieil homme devant lui, l'homme qui avait sauvé la vie de son père. L'homme qui avait disparu pendant 50 ans, vécu honnêtement, fondé une famille, puis avait été jeté par son propre fils. L'homme debout dans cet appartement miteux, recueilli par une jeune femme pauvre. Et lui, Vincent Ashford, l'homme au sommet, n'avait rien su, n'avait rien fait. Pendant que cet homme dormait dans la rue, Vincent se mit à genoux, là au milieu du petit salon devant Harold. Il s'agenouilla sur le sol. « Je suis désolé, dit-il, la voix tremblante. Je suis désolé que mon père ne vous ait pas trouvé plus tôt. Je suis désolé de ne pas avoir su. Je suis désolé que pendant que vous dormiez dans la rue, je vivais dans un penthouse de 72 étages. » Harold baissa les yeux sur le jeune homme agenouillé devant lui. Il posa une main sur l'épaule de Vincent, sa voix douce mais certaine. « Lève-toi, mon fils. Les hommes ne s'agenouillent pas. » Vincent leva les yeux, les siens rouges d'émotion. « Je ne m'agenouille pas parce que je suis faible. Je m'agenouille parce que vous le méritez. » Personne dans la pièce ne réalisa que Meredith était rentrée. Elle se tenait à l'entrée, un sac de course à la main, témoin de toute la scène. Elle regarda Vincent agenouillé devant Harold. Elle regarda les yeux rougis de l'homme qu'elle avait cru être un caïd froid et sans émotion. Et pour la première fois, elle ne vit pas du tout un caïd. Elle ne vit qu'un enfant essayant de réparer ce qu'il n'avait pas pu faire. Un enfant essayant de rembourser une dette que son père avait laissée derrière lui. Elle resta là en silence et quelque chose en elle changea pour toujours. À 3 heures du matin, Harold ouvrit les yeux. Il ne savait pas ce qui l'avait réveillé. Il n'y avait pas de bruit étrange, pas de lumière inhabituelle, mais quelque chose n'allait pas. Un vieil instinct, celui qu'il pensait avoir enterré 50 ans plus tôt, se réveilla soudainement, en acquérante. Il resta immobile et écouta. Béatrice dormait profondément à côté de lui, sa respiration régulière et calme. L'appartement était silencieux, mais il le savait. Il le sentait. Quelqu'un venait. Harold s'assit lentement et se dirigea vers la fenêtre. Il regarda dans la ruelle sombre en contrebas, et son cœur se serra. 3 voitures noires entraient dans la ruelle, leurs phares éteints, glissant lentement comme des fantômes dans la nuit. Il compta rapidement. Chaque voiture pouvait contenir 3 ou 4 hommes, 10 à 12 personnes. Ils étaient venus pour lui. Le passé qu'il pensait d'avoir laissé derrière lui l'avait finalement retrouvé. Il se retourna et réveilla Béatrice. « Lève-toi, dit-il. Nous avons de la compagnie indésirable. » Béatrice ouvrit les yeux, vit le regard grave sur le visage de son mari et comprit immédiatement. Elle ne posa pas de questions. Elle ne paniqua pas, elle hocha seulement la tête et s'assit. Harold sortit le téléphone que Vincent lui avait laissé après leur rencontre. Il composa le numéro et attendit. Vincent répondit à la 2e sonnerie, sa voix alerte comme s'il n'avait pas dormi du tout. « Qu'est-ce qui ne va pas, Harold? » Harold parla rapidement et clairement. « Ils sont là. Environ 10 à 12 hommes. Tu as 15 minutes. » Silence pendant une seconde. Puis la voix de Vincent revint. « J'arrive. » La ligne se coupa.
Harold posa le téléphone et regarda autour de la pièce. Il n'avait rien pour se défendre. Il n'était plus l'homme qu'il avait été 50 ans auparavant. Il avait maintenant 82 ans. Ses os étaient usés, sa force presque disparue. Mais il pouvait gagner du temps. 15 minutes. Il n'avait besoin que de 15 minutes. Puis il vit la canne en bois dans le coin de la pièce, celle qu'il utilisait quand il devait marcher de longues distances. Il la ramassa. « Je vais nous faire gagner du temps », dit-il à Béatrice. Elle hocha la tête, les yeux pleins d'inquiétude, mais pas une seule larme ne tomba. Il y eut un mouvement à la porte de la chambre. Meredith apparut, plissant les yeux dans la pénombre, une main posée sur son ventre de femme enceinte. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix encore lourde de sommeil. Harold la regarda. Il n'y avait pas le temps d'expliquer doucement. « Mon passé est venu réclamer une dette. Emmène-la dans la pièce du fond. Verrouille la porte. Ne sors pas avant que je te dise que c'est sûr. » Meredith le regarda la canne dans sa main, puis par la fenêtre où des formes sombres se déplaçaient en bas. Elle comprit, mais ne bougea pas. Elle s'avança et se tint à côté de Harold. « Je ne vais nulle part. » Harold voulut argumenter, mais les pas lourds résonnaient déjà dans les escaliers. Il n'y avait plus de temps. Harold se tenait devant la porte de l'appartement. Meredith derrière lui, Béatrice dans la chambre. La porte trembla sous un coup violent. Une fois, deux fois. La troisième fois, elle s'ouvrit en grand. Des silhouettes sombres se déversèrent à l'intérieur. 3, 4, 5 hommes. Harold ne recula pas. Il se tenait là, avec la canne en bois à la main, faisant face à des hommes de 40 ans de moins que lui. Une voix vint de l'obscurité du couloir. « Harold Whitmore, tu as vieilli. » Harold regarda vers la voix sans ciller. « Et tu es toujours aussi lâche. 10 hommes pour prendre un vieil homme. » Un des hommes sortit de l'ombre, bien que son visage soit encore à moitié caché dans l'obscurité. « Tu viens avec nous. Quelqu'un veut te voir. » Harold se redressa, bien que son dos lui fasse mal. « Je ne vais nulle part. » La voix laissa échapper un rire moqueur. « Tu penses que tu as le choix? » Harold ne répondit pas. Il se tenait simplement là, bloquant l'entrée et protégeant Meredith, se tenant entre l'obscurité et la faible lumière du petit appartement. Il savait qu'il ne pouvait pas gagner, mais il pouvait gagner du temps, seconde par seconde, minute par minute. Puis vint le bruit de moteurs rugissant en bas. Pas une voiture, plusieurs. Puis des pas pressés martelant les escaliers, des cris, le chaos. Les hommes à l'intérieur de l'appartement se retournèrent et quelque chose dans leurs yeux changea. Et puis Vincent apparut à l'entrée. Il n'était pas seul. Des dizaines d'hommes se tenaient derrière lui. Ses yeux balayèrent la pièce, froids et dangereux. « Vous n'êtes pas au bon endroit, dit-il. Sa voix pas forte, mais assez claire pour que tout le monde dans la pièce l'entende. » Les silhouettes sombres se regardèrent. Elles ne s'attendaient pas à ça. Personne ne s'attendait à ce que Vincent Ashford vienne dans un appartement délabré du sud de la ville à 3 heures du matin. Ils commencèrent à reculer un par un, se dirigeant vers la porte. La voix de l'ombre parla une dernière fois. « Ce n'est pas fini. » Vincent les regarda sans les poursuivre. « Pour moi, si, dit-il. » Quand les silhouettes ombres furent enfin parties, Harold s'assit sur une chaise, respirant difficilement d'épuisement. Béatrice se précipita et enlaça son mari. Meredith se tenait au milieu de la pièce, son cœur battant encore follement. Vincent s'approcha d'Harold et posa une main sur son épaule. « À partir de maintenant, vous resterez tous dans un endroit sûr qui m'appartient. Pas de discussion. » Harold leva les yeux, prêt à protester. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Vincent qui n'admettait aucune protestation. Et Harold sut que cette fois, il ne pouvait pas dire non. Une semaine après l'attaque, l'appartement du 5e étage était devenu un souvenir. Vincent a déménagé Meredith, Harold et Béatrice dans une maison sûre en banlieue de la ville. C'était une maison à 2 étages entourée de hauts murs et de portails verrouillés, gardée 24 heures sur 24. Meredith n'était pas habituée à une vie comme celle-ci. Elle n'était pas habituée à des pièces si grandes qu'elles semblaient résonner, à un réfrigérateur rempli de nourriture, à ne pas avoir à s'inquiéter du loyer. Mais elle ne se plaignit pas. Pour la sécurité de Harold et de Béatrice, pour le bébé en elle, elle accepta. Le samedi soir, Vincent les invita tous à dîner dans son penthouse. C'était la première fois que Meredith entrait dans l'appartement du 72e étage. Elle se tint devant le mur de verre et regarda la ville
ayant l'impression d'être au sommet du monde. Harold et Béatrice s'étaient assis sur le canapé, légèrement déplacés dans tant de luxe. Vincent était dans la cuisine à préparer le dîner, un repas qu'il avait insisté pour cuisiner lui-même. Tout était paisible jusqu'à ce que les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Une femme en sortit. 55 ans, mais elle en paraissait beaucoup moins. Ses cheveux bruns foncés étaient coiffés en vagues parfaites, son maquillage impeccable. Sa robe noire élégante, ses talons frappant le sol en marbre à un rythme régulier et mesuré. Elle entra comme si l'endroit lui appartenait. Son regard froid balaya la pièce, s'arrêtant sur Meredith, sur Harold, sur Béatrice. Puis elle vit Vincent sortir de la cuisine. Vincent se figea. La cuillère en bois lui glissa des mains et tomba sur le sol. « Mère », murmura-t-il, la voix tendue, comme si quelque chose se refermait autour de sa gorge. Eleanor Ashford sourit, mais le sourire n'atteignit jamais ses yeux. « J'ai entendu dire que tu étais occupé à recevoir des invités très intéressants. Alors j'ai pensé venir voir par moi-même. » Sa voix était douce mais tranchante comme du verre. Elle se tourna vers Meredith, laissant ses yeux parcourir de la tête aux pieds de la jeune femme près de la fenêtre. Le grand ventre de femme enceinte, les vêtements simples, les cheveux soigneusement attachés. Eleanor arqua un sourcil. « Alors c'est vous la femme que mon fils a décidé de parrainer. » Meredith la regarda et ne recula pas. Elle avait affronté trop de choses dans la vie pour être effrayée par un regard méprisant. « Je suis Meredith, enchantée de vous rencontrer, » dit-elle d'une voix égale. Eleanor laissa échapper un rire court et moqueur. « Savez-vous qui je suis? Ou savez-vous seulement combien d'argent mon fils possède? » Meredith ne répondit pas tout de suite. Elle regarda droit dans les yeux de la femme en face d'elle, la femme qu'elle n'avait jamais rencontrée mais dont elle avait entendu Vincent parler d'une voix pleine d'une vieille douleur. « Je sais que vous êtes la mère de Vincent, et peu m'importe combien d'argent il a. » Eleanor la regarda, puis tourna son attention vers Harold et Béatrice. « Et qui sont ces deux personnes âgées, des parents éloignés ou des acteurs que vous avez engagés pour apitoyer mon fils? » Meredith sentit la chaleur lui monter au visage. Elle voulait répondre sèchement, voulait riposter, mais elle se retint. Elle prit une profonde inspiration, puis parla de nouveau, sa voix calme, mais plus ferme maintenant. « Je n'ai pas besoin de votre approbation, madame. Et je n'ai besoin de l'argent de personne. J'ai seulement besoin que les gens que j'aime soient en sécurité. C'est tout. » Harold se leva. Il s'approcha et se tint à côté de Meredith. Il regarda Eleanor sans colère, sans mépris, seulement avec une calme assurance. « Madame, mon nom est Harold Whitmore. Il y a 50 ans, j'ai sauvé la vie de votre mari. » Eleanor se figea pour la première fois depuis son entrée dans la pièce. L'assurance sur son visage vacilla. Harold remonta sa manche, révélant la longue cicatrice qui parcourait son bras. « J'ai été gravement blessé cette nuit-là en le protégeant. Et il a gardé ma montre pendant 50 ans, attendant le jour où il pourrait me la rendre. Alors avant de juger qui que ce soit, madame, peut-être devriez-vous savoir qui ils sont. » Béatrice se leva également. Elle vint se tenir à côté de son mari, sa voix douce, mais portant un poids indéniable. « Cette jeune fille nous a trouvés quand personne d'autre ne voulait même nous regarder. Elle nous a ramenés chez elle alors qu'elle n'avait presque rien. Elle a de la dignité, quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. » Eleanor les regarda et la couleur quitta son visage. Elle se tourna vers Vincent comme pour chercher du soutien. Mais Vincent la fixait, les yeux plus froids qu'ils ne l'avaient jamais été. « Tu es parti quand j'avais 10 ans, dit-il, la voix basseuse. Tu n'as plus le droit de juger qui que ce soit. » Eleanor prit une inspiration, essayant de garder son sang-froid. « Tu regretteras ces mots, Vincent, » dit-elle. Vincent la regarda sans ciller. « Je regrette des choses depuis 23 ans. Je regrette d'avoir espéré que tu reviennes. » Silence. La pièce tomba dans un silence si lourd qu'il semblait s'installer sur chaque meuble, chaque souffle dans l'air. Eleanor resta là un moment, son visage inchangé, mais quelque chose dans ses yeux avait changé. Puis elle se tourna et se dirigea vers l'ascenseur. Le bruit de ses talons frappa le sol à un rythme régulier, puis les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle. Elle disparut de la même manière qu'elle était arrivée, sans un au revoir, sans un regard en arrière. Meredith regarda Vincent. Il se tenait au milieu de la pièce, les épaules légèrement affaissées, le regard fixé sur rien. Pour la première fois, elle vit de la douleur qu'il gardait cachée en lui,
La douleur d'un enfant abandonné par sa mère. La douleur qui n'avait pas guéri en 23 ans. Elle s'approcha de lui et ne dit rien. Elle se tint simplement là, à côté de lui. Et Vincent, le titan incontesté de la pègre de Chicago, se tenait à côté d'une pauvre femme enceinte et pour la première fois, ne se sentit pas seul. Carter posa le dossier sur le bureau devant Vincent. « Nous avons trouvé l'homme qui a vendu des informations aux anciens ennemis, » dit-il, la voix sans expression. Vincent ouvrit le dossier et regarda la photographie à l'intérieur. Kenneth Whitmore, 52 ans, le fils d'Harold. Vincent fixa la photo pendant un long moment avant de lever les yeux. « Où est-il maintenant? » Carter répondit. « Nous l'avons trouvé. Il attend vos ordres. » Vincent se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la ville. « Amenez-le à ses parents, dit-il. Laissez-les décider quoi faire de lui. » Cet après-midi-là, Kenneth fut amené à la maison sûre. Deux des hommes de Vincent le conduisirent dans le salon où Harold et Béatrice étaient assis. Meredith se tenait près de la fenêtre. Vincent se tenait dans le coin de la pièce. Kenneth regarda autour de lui, la panique dans les yeux. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre, sa barbe non rasée depuis des jours. Il ressemblait à un homme en fuite, pas à un homme de 52 ans. Quand il vit ses parents, la couleur quitta son visage. Il essaya immédiatement de jouer la victime. « Papa, maman, je suis désolé. » Sa voix tremblait. « Je n'avais pas le choix. Ils m'ont menacé. J'ai dû le faire. » Harold ne dit rien. Il était assis dans son fauteuil, regardant le fils qu'il avait élevé pendant 52 ans. Le fils pour qui il avait tout sacrifié pour que le garçon ait une vie meilleure. Le fils qu'il avait aimé plus que sa propre vie. Et maintenant, ce fils se tenait devant lui, mentant, rejetant la faute, refusant la responsabilité. Harold resta silencieux un long moment. La pièce sombra dans une lourde immobilité. Personne n'osait parler. Personne n'osait bouger. Il n'y avait que le tic-tac régulier de l'horloge sur le mur. Puis Harold parla. Sa voix était basse et lente, comme si chaque mot portait un poids incommensurable. « Tu te souviens de ton 10e anniversaire? » Kenneth parut confus, incapable de comprendre ce que son père disait. Harold continua. « J'ai travaillé en plus pendant 3 mois pour t'acheter ce vélo rouge. Tu le voulais tellement. Tu en parlais tous les jours. Et quand tu as ouvert la boîte et vu ce vélo, tu m'as sauté au cou. Tu as dit, « Papa, tu es le plus grand homme du monde. » Les yeux d'Harold étaient humides, mais il ne laissa pas les larmes couler. J'ai porté ces mots dans mon cœur pendant 42 ans. Chaque fois que j'étais fatigué, chaque fois que je voulais abandonner, je pensais à ces mots et je continuais. Harold se leva et se plaça devant Kenneth. Il se tint là, regardant son fils avec des yeux pleins de douleur. « Sais-tu ce qui fait le plus mal? » Kenneth secoua la tête, les yeux baissés, incapable de regarder son père. Harold parla, la voix brisée. « C'est que je t'aime encore. Peu importe ce que tu as fait, j'aime encore le garçon de 10 ans qui fait du vélo dans la cour, qui rit, qui m'appelle papa. J'aime encore cet enfant. » Il s'arrêta et prit une profonde inspiration. « Mais l'homme qui se tient devant moi maintenant, je ne sais pas qui il est. » Béatrice se leva également. Elle se plaça à côté de son mari et regarda son fils. Ses yeux étaient rouges, mais sa voix ne tremblait pas. « Quand tu avais 7 ans, tu as eu une terrible fièvre. Le médecin a dit, il pourrait ne pas survivre. Je suis resté éveillé 5 nuits d'affilée, essuyant ton front, versant des cuillerées d'eau dans ta bouche. J'ai prié chaque nuit. Seigneur, s'il te plaît, ne m'enlève pas mon fils. » Elle fit une pause, des larmes glissant sur ses joues, bien que sa voix restât stable. « Le Seigneur ne t'a pas pris. Tu as vécu. Tu as grandi. Mais toi, tu as quitté cette famille bien avant de jeter tes parents à la rue. » Elle regarda son fils, et il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement un chagrin sans fin. « Je te pardonne parce que je suis ta mère, mais je ne veux plus te revoir. » Kenneth s'effondra à genoux. Il pleura avec le son d'un enfant, pas d'un homme de 52 ans. Il s'agenouilla là, devant ses parents, devant les gens qu'il avait trahis, et pleura comme si c'était la dernière fois de sa vie qu'il serait autorisé à pleurer. Meredith sortit du coin de la pièce. Elle se tint là, regardant Kenneth, puis elle parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle était claire, chaque mot distinct. « Harold m'a donné une famille quand je n'avais personne. Ils m'ont traité comme une fille alors qu'ils n'avaient plus rien. » Elle regarda droit dans les yeux de Kenneth. «
Je n'ai pas de parents. Je ferais n'importe quoi pour en avoir. Mais toi, tu en avais. Et tu les as jetés. Kenneth ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait que s'agenouiller là et pleurer pendant que les mots de Meredith et ceux de son père et de sa mère résonnaient dans sa tête comme des cloches sonnant dans un lieu vide. Vincent sortit du coin de la pièce. Il fit un signe à ses hommes. Remettez-le à la police. Laissez la loi s'occuper de lui. Kenneth fut emmené. Il essaya de se retourner et de regarder ses parents une dernière fois. Mais Harold lui avait déjà tourné le dos. Il ne regarda pas. Il ne dit pas un autre mot. Il se tenait simplement là, le dos courbé, les épaules affaissées comme un homme qui avait perdu quelque chose pour toujours. Béatrice s'approcha de son mari et lui prit la main. Les deux personnes âgées se tenaient côte à côte, regardant par la fenêtre sans parler. Meredith se tenait derrière eux, des larmes silencieuses glissantes sur ses joues. Elle ne pleurait pas pour Kenneth. Elle pleurait pour Harold et Béatrice, pour une douleur que personne ne méritait de porter, pour la vérité que l'amour, même trahi, était toujours de l'amour. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le jour de l'arrestation de Kenneth. Meredith était entrée dans son 8e mois de grossesse. Son ventre était plus gros, ses pas plus lourds, mais sa santé était stable grâce aux soins de Béatrice et aux médecins privés que Vincent avait engagés. La vie dans la maison sûre était progressivement devenue familière. Harold parlait toujours moins depuis le jour où il avait affronté Kenneth, mais il continuait à réparer tout ce qui pouvait être réparé dans la maison. Béatrice cuisinait toujours, tricotait toujours, s'occupait toujours de Meredith comme si elle était sa propre fille. Tout semblait enfin paisible. Jusqu'à ce matin-là. La sonnette retentit. Un des gardes de Vincent ouvrit la porte, puis entra dans le salon avec un air mal à l'aise. « Quelqu'un veut voir Mademoiselle Meredith. Ils ont des papiers du tribunal. » Meredith se leva et se dirigea vers la porte. Puis elle se figea en voyant l'homme qui se tenait dehors. Grant Conway, le frère de Wesley. Il se tenait là dans un costume gris, avec un homme d'âge moyen à ses côtés portant une maillette en cuir. Il avait tout l'air d'un avocat. Grant regarda Meredith, le sourire sur ses lèvres n'atteignant jamais ses yeux. « Meredith, dit-il d'une voix faussement douce, ça fait longtemps. » Meredith ne répondit pas. Elle se tenait simplement là, une main se posant instinctivement sur son ventre de femme enceinte. Grant entra dans la maison comme si elle lui appartenait. L'avocat le suivit, posant une pile de papiers sur la table. « Mes avocates ont déjà déposé une requête auprès du tribunal des affaires familiales, » dit Grant, sa voix épaisse de triomphe. « Avec votre passé et les gens dangereux que vous hébergez ici, aucun juge ne vous laissera garder ce bébé. » Meredith sentit la pièce basculer autour d'elle. « Quoi? » murmura-t-elle, la voix tremblante. L'avocat parla alors, son ton plat, comme un homme lisant un document. « Vous vivez actuellement avec des personnes qui ont un passé compliqué. Ce n'est pas considéré comme un environnement approprié pour un enfant. Notre argument est simple. Cet environnement ne répond pas aux normes de sécurité de base pour le bien-être d'un enfant. Nous veillerons à ce que le tribunal constate que vous êtes inapte. » Harold sortit de la pièce du fond. Il vint se tenir à côté de Meredith, les yeux fixés sur Grant sans ciller. « Si vous voulez prendre un enfant à sa mère, il faudra d'abord me passer sur le corps, » dit-il d'une voix basse. Grant rit, le son plein de mépris. « Vieil homme, ne vous ridiculisez pas. Pour qui vous prenez-vous? Vous n'êtes qu'un sans-abri qu'elle a ramassé dans la rue. » Harold ne broncha pas. Il s'approcha et regarda Grant droit dans les yeux. « J'ai 82 ans. J'ai 82 ans d'expérience à voir à travers les gens. Et je sais que vous ne vous souciez pas de ce bébé. Que voulez-vous? » Grant resta silencieux un moment. Puis il sourit. « Très bien. Inutile de tourner autour du pot. » Il se tourna vers Meredith. « L'indemnisation de l'accident de Wesley, 2 millions de dollars. L'entreprise de construction devra la payer. Et je veux cet argent. » Meredith le dévisagea, incapable de croire ce qu'elle entendait. « Vous voulez de l'argent? » demanda-t-elle, la voix tremblante de colère. « Wesley est mort à cause de la négligence de cette entreprise de construction. Et vous voulez utiliser la mort de votre propre frère pour vous enrichir? » Grant haussa les épaules, son visage impassible. Wesley était stupide. Il est mort parce qu'il n'a pas été prudent. Au moins, sa mort devrait être utile à quelqu'un. Meredith voulut crier, voulut frapper l'homme qui se tenait devant elle.
Mais elle n'en eut pas l'occasion car une autre voix parla depuis l'entrée. « Qu'est-ce que tu viens de dire? » Vincent entra. Personne ne savait depuis combien de temps il était là. Il marcha droit sur Grant, les yeux froids comme la glace. Grant fit un pas en arrière involontaire. Il reconnut exactement qui se tenait devant lui. « Je disais juste, » balbutia-t-il. Vincent ne le laissa pas finir. « Vous venez de me traiter d'homme au passé compliqué et vous menacez ma famille. » Vincent se tourna vers Carter, qui se tenait à la porte avec un dossier à la main. Carter s'avança et le lui tendit. Vincent l'ouvrit et lut chaque ligne à voix haute. Grant Conway, antécédent de violence domestique. Ex-femme a déjà demandé une ordonnance restrictive. Dette de jeu de plus de 100 000 $. Actuellement sous enquête pour fraude à l'assurance. Il leva les yeux et fixa directement ceux de Grant. Quel tribunal va confier un bébé à un homme comme ça? Grant pâlit. Il regarda l'avocat, mais l'avocat avait déjà reculé, ne voulant plus rien avoir à faire avec ça. Vous ne pouvez pas, balbutia Grant. Vincent s'approcha, sa voix baissant. Je peux et je le ferai. Si vous vous approchez encore de Meredith ou de ce bébé, je m'assurerai que vous ne perdiez pas seulement cette affaire. Vous perdrez tout. Grant resta là un moment, le visage rouge de colère et de peur. Puis il se tourna et sortit rapidement. L'avocat se dépêcha de le suivre. La porte claqua, le silence revint dans la pièce. Meredith regarda Vincent. Elle ne savait pas si elle devait le remercier ou être en colère. « Vous l'avez menacé, » dit-elle, sa voix indéchiffrable. Vincent la regarda et son expression s'adoucit. « Je protégeais votre bébé. » Meredith secoua légèrement la tête. « C'est comme ça que vous réglez tout? Avec des menaces? Avec le pouvoir? » Vincent se tut. Il ne répondit pas. Il ne savait pas comment répondre parce que c'était la seule façon qu'il connaissait. C'était la façon dont il avait vécu toute sa vie. Et pour la première fois, il se demanda si cela avait jamais été la bonne façon. Cette nuit-là, Meredith ne put pas dormir. Elle était allongée dans le lit le plus doux qu'elle ait jamais connu, dans la plus grande chambre où elle ait jamais séjourné. Et pourtant, elle ne pouvait pas fermer les yeux. L'image de Vincent menaçant Grant tournait en boucle dans son esprit. La froideur dans ses yeux, la profonde autorité dans sa voix. La façon dont il avait fait reculer un autre homme avec rien de plus que quelques mots. Ce n'était pas l'homme qu'elle connaissait. C'était le caïd. C'était Vincent Ashford, l'homme que tout Chicago craignait. Elle s'assit et regarda autour de la pièce. Des rideaux de velours qui devaient coûter une fortune, un tapis épais et doux sous ses pieds, un lustre en cristal suspendu au-dessus. Rien de tout cela ne lui appartenait. Rien de tout cela ne lui ressemblait. Elle n'appartenait pas à ce monde. Elle était une orpheline, une veuve, une femme de ménage avec des chaussures usées et un appartement humide. Elle n'appartenait pas aux grandes pièces ni à une vie de confrontation obscure et d'hommes dangereux. Meredith sortit du lit et se dirigea vers l'armoire. Elle sortit son vieux sac et commença à y plier des vêtements. Les choses simples qu'elle avait apportées de son appartement du 5e étage. Elle ne toucha pas les nouveaux vêtements que Vincent lui avait achetés. Elle ne prendrait rien qui ne soit pas à elle. Elle voulait seulement partir, s'éloigner de cet endroit, s'éloigner d'un monde qu'elle ne comprenait pas et ne voulait pas comprendre. La porte de la chambre s'ouvrit doucement. Meredith se tourna. Béatrice se tenait à l'entrée, ses yeux se posant sur le sac sur le lit, sur les vêtements en train d'être pliés. Elle ne dit rien au début. Elle entra simplement et ferma la porte derrière elle. « Où comptes-tu aller? » demanda-t-elle doucement, sans reproche. Meredith arrêta de plier et la regarda. Ses yeux étaient rouges, bien qu'elle luttât pour retenir ses larmes. « Je n'ai pas ma place ici, » dit-elle, la voix tremblante. « Je ne veux pas que mon enfant grandisse dans ce monde, dans un monde où les gens se menacent, où le pouvoir et la peur sont utilisés pour tout contrôler. » Béatrice se dirigea vers le lit et s'assit à côté d'elle. Elle n'essaya pas de l'arrêter. Elle n'essaya pas de la persuader. Elle resta simplement assise en silence un moment, puis commença à parler. « J'ai eu peur aussi, une fois, il y a 55 ans, quand j'ai appris ce que Harold avait été. Je voulais partir aussi. » Meredith leva les yeux vers elle. Béatrice continua, sa voix lente et calme, comme quelqu'un racontant une vieille histoire qui vivait encore en elle. « Je l'aimais, mais j'avais peur, peur de son passé, peur des fantômes qui pourraient le poursuivre.
Peur que mes enfants grandissent dans cette obscurité. Elle regarda Meredith, ses yeux doux. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose. Ce qui compte, ce n'est pas qui un homme était. Ce qui compte, c'est qui il choisit de devenir. Harold a choisi de s'éloigner de l'obscurité. Il a choisi de fonder une famille, de vivre honnêtement, d'être un homme bien. 50 ans. Pas une seule fois il n'est retourné en arrière. C'est ça qui compte. Béatrice prit la main de Meredith. Ce garçon, Vincent, il essaie de changer. Je le vois. Je vois la façon dont il te regarde, la façon dont il essaie. Personne ne lui a jamais appris à aimer de la bonne manière. Sa mère est partie quand il était petit. Son père lui a appris le pouvoir et le contrôle. Mais il essaye d'apprendre, pour toi. Meredith ne put plus se retenir. Des larmes coulèrent sur son visage. J'ai peur, murmura-t-elle. J'ai peur parce que je ne sais pas ce que c'est qu'une vraie famille. Je n'en ai jamais eu. Je ne sais pas comment faire confiance. Je ne sais pas comment rester. Béatrice la prit dans ses bras et la serra comme un enfant. La famille ne se fait pas que par le sang. Ma chérie, dit-elle doucement. La famille est faite des gens qui choisissent de rester quand ils pourraient partir. Elle caressa les cheveux de Meredith et continua. Tu as choisi de rester avec nous cette nuit-là sous la pluie. Tu aurais pu passer ton chemin. Tu aurais pu faire semblant de ne pas avoir deux personnes âgées tremblant sous un auvent. Mais tu t'es arrêté. Tu as ouvert ta porte. Tu nous as choisis. Elle se pencha en arrière et regarda dans les yeux de Meredith. Maintenant, laisse les autres choisir de rester avec toi. Laisse-toi aimer. Meredith pleura dans les bras de Béatrice. Pleura comme elle n'avait jamais vraiment été autorisée à le faire. Elle pleura pour les années de solitude, pour les familles d'accueil qui n'avaient jamais ressemblé à un foyer. Pour Wesley, parti bien trop tôt, pour le bébé en elle qui ne connaîtrait jamais le visage de son père. Elle pleura pour chaque chagrin qu'elle avait enterré et porté en silence pendant bien trop longtemps. Quand les larmes eurent enfin séché, Meredith se redressa. Elle regarda le sac sur le lit, les vêtements à moitié pliés à l'intérieur. Puis elle se leva, prit chaque vêtement et le remit dans l'armoire. Oh, elle ne partait pas. Pas encore. Mais elle avait besoin que Vincent prouve quelque chose. Qu'il prouve qu'il pouvait vraiment changer. Qu'il prouve qu'elle pouvait lui faire confiance. Qu'il prouve que son monde n'avait pas à rester un lieu d'obscurité pour toujours. Le toit de la maison sûre donnait sur tout l'horizon de Chicago. Il était tard dans la nuit, et la ville en contrebas scintillait comme un vaste tapis de lumière s'étendant à l'infini. Meredith se tenait seule, les mains posées sur la balustrade, les yeux fixés au loin. Elle n'entendit pas les pas qui s'approchaient d'elle. Ce n'est que lorsque Vincent se tint à côté d'elle qu'elle réalisa qu'il était là. « Carter a dit que tu comptais partir, » dit Vincent, la voix basse. Il ne la regarda pas. Il regarda seulement la ville devant lui. Meredith n'était pas surprise. Elle savait que dans cette maison, rien n'échappait à l'attention de Vincent. Elle ne répondit pas. Elle continua seulement à regarder au loin. Le silence s'étira entre eux, puis elle parla. « Je ne sais plus où est ma place, » dit-elle, sa voix aussi légère que le vent. Mon monde était un appartement au 5e étage avec un robinet qui fuit et un loyer que je ne pouvais pas payer. Pas cet endroit. Pas les confrontations et les menaces. Vincent se tourna pour la regarder. Les lumières de la ville tombaient sur son visage, aiguisant ses angles et approfondissant le gris acier de ses yeux. « Ta place est ici, dit-il, la voix certaine. Avec moi. » Meredith se tourna et le regarda. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux. Pas de tristesse, seulement de la lassitude. « Tu menaces les gens, Vincent, Anchetidim. » Vincent, dit-elle simplement. Tu vis dans l'obscurité. Tu résous tout par le pouvoir et la peur. Je ne veux pas que mon enfant grandisse dans ce monde. Je ne veux pas que mon enfant apprenne à menacer les autres juste pour obtenir ce qu'il veut. Vincent ne discuta pas. Il n'essaya pas de se défendre. Tu as raison, dit-il tranquillement. Je suis tout ça. Je menace les gens. Je vis dans l'obscurité. Je ne connais pas d'autres moyens. C'est tout ce que mon père m'a appris. C'est la seule façon que j'ai jamais connue pour survivre. Silence à nouveau. Le vent de la nuit se déplaçait autour d'eux, froid et vif, mais aucun d'eux ne bougea. Vincent parla une fois de plus, et cette fois sa voix changea. Elle s'adoucit, comme s'il disait quelque chose qu'il n'avait jamais dit à personne.
Mais sais-tu quelque chose? Tu es la première personne qui m'ait jamais regardé sans voir un monstre. Quand les gens me regardent, ils voient un Cade. Ils voient le pouvoir. Ils voient le danger. Soit ils ont peur de moi, soit ils veulent m'utiliser. Personne ne me regarde et ne voit un homme ordinaire. Il se tourna et regarda Meredith. Sauf toi. Tu m'as regardé et tu as vu autre chose. Je ne sais même pas ce que c'était. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai voulu devenir l'homme que quelqu'un pensait voir. Meredith le regarda et ne dit rien. Elle écoutait chaque mot, sentait chaque émotion dans sa voix. Vincent continua. Tu es la première raison que j'ai jamais eue de vouloir sortir. Sortir de ce monde. Sortir de l'obscurité dans laquelle j'ai vécu toute ma vie. Il prit une longue inspiration. Je suis en train de tout céder petit à petit. Les opérations clandestines, les accords, tout. Je me retire. Carter prendra le relais de ce côté-là. Je ne garde que ce qui est légal. Meredith fronça les sourcils, ne comprenant pas. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi maintenant? Pourquoi à cause de moi? Vincent la regarda, ses yeux gris profonds et stables. Parce que je ne veux pas que ton enfant grandisse en ayant honte de me connaître, dit-il. Je ne veux pas qu'un jour vienne où cet enfant interroge sa mère sur l'homme qui se tient à côté d'elle, et que tu doives expliquer qu'il est un chef de la mafia. Je ne veux pas que cet enfant grandisse en me détestant pour ce que j'ai fait. Meredith le fixa un long moment. Qu'est-ce que tu viens de dire? Demanda-t-elle, la voix tremblant légèrement. Vincent s'approcha jusqu'à se tenir juste en face d'elle. J'ai dit que je veux être avec toi, avec le bébé, avec Harold et Béatrice, comme une famille. Il prononça chaque mot clairement, sans hésitation. Je n'ai jamais eu de vraie famille. Ma mère est partie. Mon père m'a appris à régner, pas à aimer. Mais quand je suis avec vous, avec eux, je ressens quelque chose que je n'ai jamais ressenti. J'ai l'impression d'être à la maison. Meredith secoua légèrement la tête. Tu ne sais rien de moi, dit-elle. Je suis veuve. Je suis pauvre. Je n'ai rien d'autre que le bébé en moi et les 2 personnes âgées que j'ai ramassées dans la rue. Vincent sourit alors, le premier vrai sourire depuis qu'il était monté sur le toit. Je sais que tu t'es arrêté cette nuit-là sous la pluie quand personne d'autre ne l'a fait, dit-il. Je sais que tu as donné quand tu n'avais rien à donner. Je sais que tu as défendu une vieille femme de ménage quand tout le monde est resté silencieux. Je sais que tu as regardé ma mère dans les yeux et que tu n'as pas reculé. Il soutint son regard, son expression douce maintenant. J'en sais assez. Meredith ne dit rien. Elle regarda l'homme qui se tenait devant elle, le plus puissant chef du crime de Chicago. L'homme qui lui disait qu'il voulait changer, qu'il voulait être avec elle. Elle ne savait pas si elle devait le croire. Elle ne savait pas à quoi ressemblerait l'avenir. Mais elle savait une chose, il essayait. Et peut-être que c'était tout ce qu'elle pouvait demander. Elle ne parla pas. Elle tendit seulement la main et prit de la sienne. Vincent baissa les yeux sur sa main dans la sienne, puis referma ses doigts autour. Ils se tinrent là sur le toit, regardant la ville en contrebas, en silence. Aucun mot n'était nécessaire, aucune promesse. Seulement 2 mains tenues fermement ensemble et un avenir qui attendait d'être écrit. La première douleur venue à 3 heures du matin. Meredith se réveilla les 2 bras enroulés autour de son ventre, la sueur perlant sur son front. Béatrice entendit le mouvement et vint immédiatement. Elle regarda Meredith, observa sa façon de respirer et sut. « C'est l'heure, dit-elle, sa voix calme mais rapide. Elle envoya Harold chercher Vincent. Elle resta avec Meredith. 10 minutes plus tard, la maison sûre était en effervescence. Le médecin privé de Vincent arriva avec 2 infirmières. Ils préparèrent la plus belle chambre de la maison, la transformant en une salle d'accouchement temporaire, avec chaque équipement médical moderne dont il pourrait avoir besoin. Meredith fut emmenée à l'intérieur et Béatrice l'accompagna, lui tenant fermement la main. La porte se referma et Vincent commença à attendre. Il arpentait le couloir, marchant, se retournant, marchant à nouveau, sans jamais s'arrêter, sans jamais s'asseoir. Il pouvait entendre Meredith à l'intérieur. Les sons de sa douleur et chaque cri lui transperçaient le cœur comme une lame. Il voulait entrer, voulait être à ses côtés, mais le médecin lui avait dit d'attendre dehors, alors il attendit. Harold était assis sur une chaise près de la porte, regardant Vincent user le sol.
Il ne dit rien pendant un long moment. Puis, enfin, il parla. J'étais pareil quand Béatrice a accouché de Kenneth. J'ai arpenté le sol jusqu'à presque user le carrelage. Vincent s'arrêta et le regarda. Tu n'avais pas peur? Demanda-t-il, la voix rauque. Harold hocha la tête. Bien sûr que si. J'avais si peur que je pouvais à peine respirer. Peur de la perdre. Peur de ne pas savoir comment être un père. Peur de tout. Il regarda Vincent, ses yeux doux. Mais c'est la plus douce des peurs qui soit, parce que ça veut dire que tu aimes quelqu'un plus que tu ne t'aimes toi-même. Vincent ne répondit pas. Il recommença à arpenter, mais plus lentement maintenant. Le temps passa comme s'il avait oublié comment bouger. 1 heure, 2, 4, 6, 8. Vincent ne mangea pas, ne but pas, ne s'assit pas. Il marchait, attendait et priait en silence, sans même savoir à qui il priait. Puis le cri est venu, le cri d'un nouveau-né, clair, fort, plein de vie. Vincent se figea au milieu du couloir. Son cœur sembla s'arrêter un battement, puis battre follement hors de rythme. Il fixa la porte de la chambre et n'osa pas bouger. La porte s'ouvrit. Béatrice sortit, les yeux rouges, mais son sourire radieux. Un garçon, en bonne santé, et la mère va bien aussi. Sa voix tremblait d'émotion. Vincent la regarda et ne put parler. Elle fit un signe de tête vers la porte ouverte. « Vas-y, ils t'attendent. » Vincent entra comme s'il se déplaçait dans un rêve. La pièce était lumineuse et chaude, avec une légère odeur propre d'antiseptique dans l'air. Et là, au milieu de tout, sur le lit blanc, reposait Meredith. Ses cheveux étaient humides de sueur, son visage pâle d'épuisement, mais elle souriait. C'était le sourire le plus fatigué et le plus heureux que Vincent ait jamais vu. Et dans ses bras, enveloppée dans une couverture blanche, reposait une petite nouvelle vie, blottie contre elle. Meredith regarda Vincent, ses yeux brillants. « Viens ici, prends-le. » Vincent s'approcha du lit et regarda le bébé. Il était si petit, le visage rouge, les yeux fermés, sa petite main recroquevillée en un point. « Je ne sais pas comment faire, » murmura-t-il, la voix tremblante. Meredith eut un léger sourire fatigué. « Soutiens sa tête, soutiens ses fesses. C'est tout. » Elle plaça le bébé dans ses bras et lui montra comment le tenir. Vincent se tenait là avec le bébé dans ses bras. Ses mains tremblaient. Tout son corps tremblait. Il n'avait jamais tenu de nouveau-né, jamais touché quelque chose d'aussi fragile. Le bébé était plus petit que son avant-bras, plus léger qu'un livre, mais plus lourd que le monde entier. Puis le bébé ouvrit les yeux, des yeux bleu-gris comme ceux de sa mère. Il regarda Vincent. Il ne pleura pas, il ne sursauta pas, il regarda seulement. Et Vincent sentit quelque chose se briser en lui. Tous les murs qu'il avait construits pendant 33 ans, chaque couche d'armure dont il s'était enveloppé, tout s'effondra en ce seul instant. « Il est si petit, » murmura-t-il, la voix brisée. « Il grandira, » dit Meredith, le regardant avec des yeux doux. Vincent continua de regarder le bébé, incapable de détourner le regard. « Je ne laisserai jamais personne lui faire de mal. » Sa voix était ferme maintenant, comme un vœu. « Je sais, » dit Meredith. Le silence s'installa doucement dans la pièce. Vincent regarda le bébé, puis Meredith, puis de nouveau le bébé. Ses yeux se remplirent. Pour la première fois de sa vie, il pleura devant d'autres personnes. « Je ne mérite pas ça, » murmura-t-il. « Personne ne le mérite, Vincent, » dit doucement Meredith. « On fait juste de notre mieux. C'est tout ce qu'on peut faire. » Vincent hocha la tête, incapable de dire autre chose. Meredith regarda le bébé dans ses bras, puis parla. « Wesley Jr., je veux qu'il porte le nom de son père. » Vincent la regarda et comprit ce que ce nom signifiait pour elle. Il hocha la tête. « Wesley Conway Ashford, » dit-il, « si tu me le permets. » Meredith le regarda, surprise. « Ashford. » Vincent croisa son regard, son expression sérieuse. « Je veux qu'il soit mon fils, pas au sens légal, de la manière qui compte ici. Je veux qu'il grandisse en sachant qu'il a une famille, que quelqu'un le protégera. » Meredith ne répondit pas. Elle hocha seulement la tête, les yeux humides de larmes. La porte s'ouvrit doucement. Harold entra avec Béatrice juste derrière lui. Il s'approcha de Vincent et regarda le bébé dans ses bras. « Le garçon a le nez de son père, » dit-il, sa voix basse mais chaleureuse. Vincent le regarda, incertain de quel père il parlait. Harold sembla lire la question sur son visage.
Wesley, ce néo, c'est le sien. Il posa une main sur l'épaule de Vincent, mais il aura quelqu'un pour le protéger. Vincent regarda Harold, Béatrice, Meredith, puis le bébé dans ses bras. Et pour la première fois de sa vie, l'homme qui commandait les ombres de la ville sentit qu'il avait sa place quelque part, dans une famille. 4 mois après la naissance de Wesley Jr., Vincent acheva la rénovation d'une vieille usine à la périphérie de Chicago. Ce qui avait été un bâtiment industriel abandonné était devenu une chaleureuse maison à 2 étages, avec 12 chambres propres, chacune avec de grandes fenêtres donnant sur le jardin. Il y avait une cuisine commune spacieuse avec une longue table à manger en chaîne pouvant accueillir 20 personnes. Derrière la maison se trouvait un petit jardin où Meredith planta des roses rouges et des tournesols jaunes. Vincent nomma l'endroit la maison Whitmore, d'après le nom de famille de Harold. Les hommes qui avaient attaqué cette nuit-là avaient été traités. Vincent s'assura que personne n'oserait plus jamais lever la main sur la famille de Harold. La pègre de Chicago comprit clairement ce message. Harold Whitmore et tous ceux qui l'entouraient étaient sous protection. Aucune exception. La reconstruction avait pris 3 mois. Harold supervisa les travaux, dirigeant les charpentiers comme s'il n'avait jamais quitté le métier. Ses mains de 82 ans étaient toujours stables lorsqu'il tenait une scie, enfonçait des clous et mesurait chaque coin. Il inspecta chaque lame de plancher, chaque cadre de porte, chaque plus petit détail. Béatrice conçut chaque pièce, choisissant les couleurs de peinture, les rideaux, le linge de lit. Elle voulait que chaque pièce soit chaleureuse comme une vraie maison, pas comme le vide froid d'un hôpital ou d'une maison de retraite. Meredith gérait tout avec Wesley Jr. dans ses bras. Le bébé de 4 mois aux yeux bleu-gris regardait le monde autour de lui avec de grands yeux. Le jour de l'ouverture, le premier résident arriva. Monsieur Mitchell, 79 ans, un comptable à la retraite. Il venait d'une maison de retraite du nord de la ville. Son fils l'y avait laissé 5 ans plus tôt et n'était jamais revenu. Pas un appel téléphonique, pas une lettre, pas une visite. Il avait vécu dans une chambre partagée avec 3 autres hommes. Il avait mangé de la nourriture froide, dormi sur un lit dur. Et peu à peu, il avait oublié ce que c'était que de vraiment vivre. Quand il entra dans la maison Whitmore, il se tint au milieu du salon et regarda autour de lui avec des yeux stupéfaits. Harold le conduisit à l'étage et ouvrit la porte de la chambre préparée pour lui. C'était une petite chambre mais propre et accueillante, avec un lit moelleux, des couvertures chaudes et une fenêtre qui donnait sur le jardin de fleurs. Monsieur Mitchell entra et regarda le lit, la commode, la fenêtre. Puis il se tint là, à la fenêtre, regardant le jardin où les tournesols étaient en fleurs, et il pleura. Meredith vint se tenir à côté de lui, Wesley Jr. dans ses bras. Elle ne dit rien. Elle se tint simplement là et lui laissa du temps. Quand ses larmes commencèrent enfin à se calmer, Monsieur Mitchell parla, sa voix tremblante. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu une chambre à moi. 5 ans. 5 ans à dormir à côté d'étrangers, à les entendre ronfler, à les entendre tousser, à les entendre gémir toute la nuit. 5 ans sans un seul coin qui m'appartenait. Il se tourna pour regarder Meredith, ses yeux encore humides. « Merci, merci beaucoup. » Meredith sourit et posa une main sur son épaule. « C'est votre maison maintenant. »« Maintenant, » dit-elle doucement. Monsieur Mitchell hocha la tête, incapable de dire autre chose. Il se tenait simplement là, regardant par la fenêtre, regardant le jardin. Et pour la première fois en 5 ans, il se sentit vivant. Ce soir-là, le premier dîner eut lieu à la maison Whitmore. La longue table en chêne qu'Harold avait construite de ses propres mains était dressée avec soin. Béatrice prépara un repas généreux. Poulet rôti, purée de pommes de terre, légumes sautés, pain chaud. L'odeur de la nourriture remplissait la grande cuisine. Tout le monde s'assit autour de la table. Harold et Béatrice en bout de table. Meredith et Vincent l'un à côté de l'autre, avec Wesley Jr. dormant dans un petit berceau à proximité. Monsieur Mitchell était assis en face d'eux, l'air toujours étonné, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire que tout cela était réel. Avant de manger, Harold se leva. Ce n'était pas un homme qui aimait beaucoup parler, mais aujourd'hui, il voulait dire une chose. « J'ai perdu ma maison une fois, » dit-il de sa voix basse. « Mon fils a pris tout ce que j'avais. Mais ensuite, une jeune fille que je n'avais jamais rencontrée m'a ouvert sa porte par une nuit de pluie. » Il regarda Meredith. Elle n'avait rien, mais elle a tout donné, et à partir de ce moment-là, j'ai retrouvé ma famille. Il s'assit et prit la main de Béatrice.
Nous avons trouvé un foyer, mon amour, dit-il, la voix légèrement tremblante. Béatrice serra sa main fermement, les yeux humides. Oui, nous l'avons enfin trouvé. Le dîner se passa au son des rires et des conversations. M. Mitchell parla de ses années de comptable. Harold parla de charpenterie. Béatrice rappela à Meredith de manger plus de légumes. Vincent était assis tranquillement, mais il y avait un léger sourire sur ses lèvres. Un sourire que peu de gens avaient jamais vu. Le bébé dormait paisiblement dans son berceau, ne sachant rien du monde qui l'entourait, ne sachant pas qu'il était entouré de gens qui l'aimaient plus que leur propre vie. Cette nuit-là, après que tout le monde fut allé dans sa chambre, Meredith se tint à la fenêtre de la cuisine. Elle regarda le jardin au clair de lune. La maison Whitmore, une maison portant le nom de Harold, une maison qui abriterait les abandonnés, les oubliés, les rejetés. Elle sourit. Ce n'était que le début. 2 mois après l'ouverture de la maison Whitmore, le téléphone d'Harold sonna à 2 heures du matin. Il dormait à côté de Béatrice dans leur petite chambre à la maison Whitmore. Le son de la sonnerie déchira le silence de la nuit et le tira de son sommeil. Il tendit la main et répondit, sa voix encore lourde de somnolence. « Ici Harold. » La voix à l'autre bout du fil appartenait à une femme professionnelle et stable. La voix de quelqu'un habitué à passer ce genre d'appel. « Monsieur Whitmore, j'appelle de l'hôpital St. Mary. Votre fils, Kenneth Whitmore, est aux urgences. Il a fait une overdose de médicaments. » Harold se figea, sa main se resserrant sur le téléphone. Béatrice se réveilla et regarda son mari, et quand elle vit son visage, elle sut que quelque chose n'allait pas. Harold ne dit rien. Il fit seulement un bref signe de tête au téléphone, puis mit fin à l'appel. Il s'assit sur le bord du lit, fixant le vide. Kenneth, son fils. Le fils qui l'avait trahi, vendu des informations qui avaient failli le tuer, qui avait obtenu une mise à l'épreuve et tout perdu. La femme de Kenneth l'avait quitté après le procès. Il vivait seul dans une chambre louée sombre, sans visite, sans appel, personne ne prenant de ses nouvelles. Et maintenant, il avait essayé de mettre fin à tout ça. Béatrice ne posa pas de questions. Elle s'assit seulement, mit son manteau et regarda son mari. Harold hocha la tête. Ils quittèrent la pièce en silence. L'hôpital St. Mary se trouvait à l'est de la ville. Harold et Béatrice arrivèrent alors qu'il faisait encore nuit dehors. Ils s'assirent dans la salle d'attente et attendirent. Ils ne parlaient pas, ils ne se regardaient pas, ils attendaient seulement. 1 heure passa, puis un médecin sortit et les regarda. « Êtes-vous de la famille de Kenneth Whitmore? » Harold se leva. « Je suis son père. » Le médecin hocha la tête. « Il est hors de danger immédiat. Nous lui avons fait un lavage d'estomac à temps, mais il aura besoin d'une surveillance et d'un soutien psychologique. » Harold hocha la tête. « Puis-je le voir? » La chambre d'hôpital était petite et bien éclairée, avec une forte odeur d'antiseptique dans l'air. Kenneth était allongé sur le lit, les yeux fermés, le visage pâle, une perfusion dans le bras. Il paraissait bien plus âgé que 52 ans. Ses cheveux étaient devenus presque entièrement gris. Ses joues s'étaient creusées et des cernes sombres tiraient sous ses yeux. Harold se tint un instant à l'entrée, regardant son fils. Puis il entra et s'assit sur la chaise à côté du lit. Kenneth ouvrit les yeux. Il vit son père et ses yeux s'écarquillèrent de choc. « Papa, » murmura-t-il, la voix rauque, « pourquoi es-tu venu? » Harold regarda son fils, son regard ne contenant aucune colère, aucune accusation, seulement du chagrin. « Parce que tu es toujours mon fils, dit-il. » Des larmes commencèrent à couler sur les joues creuses de Kenneth. « Tu me considères encore comme ton fils? Après tout ce que j'ai fait, je vous ai vendu, toi et maman. J'ai failli te faire tuer. Je... » Il ne put continuer. Les sanglots se coincèrent dans sa gorge. Harold resta silencieux un long moment. Il regarda son fils, l'homme de 52 ans pleurant dans le lit de l'hôpital comme un enfant. Puis il parla, sa voix basse et lente. « Je ne pardonne pas ce que tu as fait. Je ne sais pas si je le ferai un jour. Tu as pris ma maison, tu nous as jetés à la rue, ta mère et moi, et tu m'as vendu à mes ennemis. Je ne sais pas comment oublier des choses comme ça. » Kenneth ferma les yeux et les larmes continuèrent de couler. Harold continua. « Mais tu es toujours le bébé que j'ai tenu dans mes bras il y a 52 ans. Tu es toujours le garçon avec qui je suis resté éveillé toute la nuit quand il avait de la fièvre.
Celui à qui j'ai appris à faire du vélo. Celui pour qui j'ai pleuré quand il a obtenu son diplôme. Il fit une pause et prit une profonde inspiration. Je déteste ce que tu es devenu, mais je ne peux pas te haïr. Kenneth ouvrit les yeux et regarda son père. Puis-je recommencer, papa? Ai-je encore une chance? Harold regarda son fils, les yeux pleins de douleur. Je ne sais pas, dit-elle honnêtement. Je ne sais pas si tu peux recommencer ou non, mais si tu veux recommencer, tu devras le faire toi-même. Pas pour moi, pas pour ta mère, pour toi-même, parce que tu veux devenir un homme bien, parce que tu veux vivre une vie dont tu n'as pas honte. Il regarda droit dans les yeux de Kenneth. Et si tu peux faire ça, alors peut-être qu'un jour je t'appellerai de nouveau mon fils. La porte s'ouvrit doucement. Béatrice entra. Elle ne dit rien. Elle contourna seulement le lit et s'assit sur la chaise de l'autre côté. Elle regarda Kenneth, le fils qu'elle avait porté, élevé et aimé plus que sa propre vie. Elle tendit la main et prit la sienne. « Reste en vie, » dit-elle, sa voix douce mais certaine. « Reste en vie. On s'occupera du reste plus tard. » Kenneth regarda sa mère, puis son père, et pleura. Pas avec les larmes d'un homme de 52 ans, mais avec le chagrin brisé d'un enfant perdu qui avait enfin retrouvé le chemin de la maison, même si ce n'était que par la plus faible lueur d'espoir. Harold se leva. Béatrice se leva également. Ils sortirent de la pièce, mais ne fermèrent pas la porte. Ils la laissèrent juste un peu ouverte pour que la lumière du couloir se répande dans la pièce sombre. Peut-être que c'était de l'espoir. Peut-être que non. Peut-être que Kenneth changerait. Peut-être pas. Harold ne le savait pas. Il ne pouvait pas savoir ce que l'avenir apporterait. Il ne savait qu'une chose. Il avait donné une porte à son fils. Qu'elle soit ouverte ou non, ce choix appartenait à Kenneth. Un an après la nuit de pluie fatidique, le jardin de la maison Whitmore était orné de fleurs blanches et de rubans. Des chaises en bois étaient disposées en 2 rangées le long d'une allée parsemée de pétales de roses. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les arbres, projetant des rubans d'or chatoyants sur le sol. Ce n'était pas un grand mariage. Il n'y avait pas des centaines d'invités. Pas de voitures de luxe pour les mariés. Seulement les personnes âgées qui avaient été abandonnées, maintenant résidences de la maison Whitmore. Elles étaient assises sur ces chaises en bois et attendaient. Elles étaient la famille. Elles étaient les invités. Elles étaient tout ce dont Meredith avait besoin. Dans la petite pièce derrière le jardin, Meredith se tenait devant le miroir. La simple robe blanche épousait doucement son corps. Pas de paillettes, pas de longues traînes. Seulement une robe d'une grâce blanche et pure qui convenait à la femme qui avait autrefois travaillé de nuit comme femme de ménage. Ses cheveux étaient soigneusement relevés, quelques mèches rebelles tombant doucement autour de son visage. Elle se regarda dans le miroir et ses yeux étaient rouges. « J'aimerais que mes parents soient là, se murmura-t-elle. « J'aimerais qu'ils puissent me voir aujourd'hui. » La porte s'ouvrit doucement. Meredith se retourna. Harold se tenait à l'entrée, portant le vieux costume qu'il avait gardé pendant de nombreuses années. Il était un peu ample maintenant, car il avait maigri, mais il se tenait droit, les épaules en arrière, son expression douce. Dans sa main se trouvait une petite fleur blanche. « Es-tu prête? » demanda-t-il. Meredith le regarda et ne put parler. Harold entra dans la pièce et se tint devant elle. « Je sais que je ne suis pas ton père, » dit-il d'une voix basse. « Je ne suis qu'un vieil homme que tu as ramassé dans la rue. Mais si tu me le permets, j'aimerais t'accompagner jusqu'à l'hôtel. » Meredith le regarda et les larmes commencèrent à couler. Elle ne pouvait pas les retenir. Elle s'avança, l'enlaça et pleura contre l'épaule de l'homme de 83 ans. « Je n'ai jamais pensé que quelqu'un m'accompagnerait jusqu'à l'hôtel, dit-elle, la voix brisée. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un tiendrait cette place pour moi. » Harold la serra et lui tapota le dos comme on réconforte un enfant. « Tu n'es plus seul maintenant, dit-il. Tu as une famille. Béatrice et moi, nous sommes ta famille. Et aujourd'hui, je vais accompagner ma fille jusqu'à l'hôtel. » Meredith releva la tête et le regarda, les yeux encore humides, mais ses lèvres souriant. « Merci, dit-elle. Merci pour tout. » Harold secoua la tête. « Non, c'est moi qui devrais te remercier. Tu nous as sauvés cette nuit-là. Tu nous as donné une famille. Tu m'as donné une raison de continuer à vivre. » Il prit la petite fleur blanche et la glissa dans ses cheveux. « Maintenant, viens, quelqu'un t'attend. » Quand Meredith prit le bras d'Harold et entra dans le jardin,
Tout le monde se leva. Les personnes âgées qui avaient été abandonnées, jetées comme des déchets, se tenaient maintenant des deux côtés de l'allée. Elles applaudissaient et pleuraient. Monsieur Mitchell se tenait au premier rang, les yeux humides. À côté de lui se trouvait Madame Thompson, la femme de 76 ans dont la fille l'avait laissée dans une maison de retraite. Elle souriait maintenant à travers ses larmes. Il regardait Meredith descendre l'allée de pétales, et ce qu'il voyait, c'était de l'espoir. Il voyait un avenir meilleur. Il voyait la preuve que la gentillesse n'est jamais oubliée. Au bout de l'allée se tenait Vincent. Il portait un costume noir et se tenait grand. Mais au moment où il vit Meredith, il ne put plus respirer. Elle était si belle, si radieuse, et elle marchait vers lui. À côté de Vincent se tenait Béatrice, tenant Wesley Jr., le bébé de 8 mois, dormant profondément dans ses bras. Harold conduisit Meredith à Vincent et s'arrêta devant lui. Il regarda le jeune homme qui se tenait là. « Je te donne ma fille, dit-il. » Vincent le regarda avec surprise. « Votre fille? » Harold hocha la tête. « Elle nous a sauvés quand personne d'autre ne voulait même nous regarder. Elle nous a ouvert sa porte quand elle n'avait rien à donner. C'est ma fille. » Il prit la main de Meredith et la plaça dans celle de Vincent. « Aime-la comme elle mérite d'être aimée. » Vincent regarda Harold, puis Meredith, les yeux rouges. « Je le ferai, dit-il, peu importe ce que ça me coûtera. » Vincent et Meredith se firent face. Il lui tenait les mains et la regardait dans les yeux. « Je ne promets pas d'être parfait, dit-il. J'ai trop d'obscurité en moi, trop d'erreurs, trop de choses que j'aimerais pouvoir changer. Mais je promets que chaque jour, j'essaierai de devenir l'homme que tu mérites à tes côtés. Je promets que je te protégerai. Je protégerai Wesley Jr. Je protégerai Harold et Béatrice. Je promets que je ne te laisserai jamais seul. » Meredith sourit à travers ses larmes. « Et je promets que je ne te laisserai jamais seul dans cette obscurité, dit-elle. Parce que la maison, c'est là où tu es. » Quand ils s'embrassèrent, Wesley Jr. poussa soudain un grand cri. Le vagissement du bébé retentit dans le jardin et brisa le silence sacré du moment. Tout le monde rit. Vincent rit, Meredith rit, Harold et Béatrice rirent. Les personnes âgées dans le jardin rirent. Le son se répandit partout, chaleureux et plein de joie. Harold se tenait à côté de Béatrice et regardait sa fille adoptive dans les bras de son mari. « Nous avons trouvé un foyer, mon amour, dit-il, les yeux humides. Béatrice serra sa main et hocha la tête. « Oui, nous l'avons trouvé, enfin. » Un an plus tard, Wesley Jr. apprenait à marcher dans le jardin de la maison Whitmore. Ses petites jambes vacillaient sur l'herbe, ses mains tendues vers les grands tournesols jaunes. Harold était assis sous le porche, faisant de la menuiserie. Ses mains de 84 ans, toujours stables sur la scie. Béatrice et Meredith cuisinaient dans la cuisine, l'odeur sucrée flottant dans toute la maison. Vincent se tenait à la fenêtre, regardant le jardin, souriant. Un sourire que personne n'avait jamais vu sur le visage du Titan, qui avait enfin trouvé la paix. Le sourire d'un homme qui avait trouvé un foyer. Les gens demandaient à Wesley Jr. quand il fut plus grand, « D'où viens-tu? » Et le garçon répondait toujours avec le sourire de sa mère et des yeux clairs et brillants. « Je viens de l'endroit où les gens m'ont aimé. C'est le seul endroit qui compte. » Parfois, la personne que vous pensez sauver est la personne même qui vous sauve. Parfois, la porte que vous ouvrez par compassion vous mène à l'endroit où vous appartenez. Et parfois, la couverture en lambeaux que vous tenez sous la pluie devient la chose la plus précieuse de toutes. Parce qu'elle vous rappelle que vous avez survécu, que vous êtes toujours là et que vous êtes digne d'amour. Kenneth a payé pour sa trahison. Pas avec la prison, mais avec la solitude. Et Harold et Béatrice ont trouvé la seule chose que leur fils ne leur a jamais donnée. Une famille. Dans une jeune fille enceinte marchant sous la pluie. Dans un chef du crime apprenant à s'agenouiller. Dans une maison qui portait leur nom. Parce qu'à la fin, la maison n'est pas là où vous êtes né. La maison est là où vous êtes choisi. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime ». Nous saurons ainsi que vous êtes restés avec nous jusqu'au tout dernier moment. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de se rappeler que la gentillesse n'est jamais oubliée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez pas les prochaines histoires émouvantes que nous vous proposons chaque jour. Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous en pensez. Qu'avez-vous ressenti en écoutant cette histoire? Quelle partie vous a ému aux larmes? Quel personnage vous a le plus touché?
Laissez un commentaire ci-dessous et partagez vos émotions les plus profondes. Chaque commentaire que vous laissez nous encourage à continuer de créer des histoires encore plus riches de sens. Nous vous remercions sincèrement d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous vous souhaitons, à vous et à votre famille, une bonne santé, une vie joyeuse, des jours paisibles et des cœurs remplis d'amour. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.